C'est une catégorisation de manga qui est souvent réduite aux histoires d'amour à l'eau de rose et adolescentes. Mais derrière cette image un peu sucrée, peuvent se cacher des récits puissants sur l'émancipation, les rapports de genre et les normes sociales. Alors faut-il voir dans le shoujo un outil féministe en puissance, ou au contraire une simple machine à reproduire les stéréotypes? Aux côtés de 3 invités très spéciaux, Manga Insight s'interroge sur la place du shoujo dans les débats contemporains sur le féminisme. Est-il un miroir fidèle de l'évolution des rôles féminins, une zone d'expérimentation, ou bien un espace encore beaucoup trop contraint par les attentes de l'industrie? Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Bruno de chez Akata, Caroline Segara que vous connaissez très certainement pour son passage notamment chez No Life, mais également pour sa création de contenu avec Glénat, et Noémie, à la fois bibliothécaire et journaliste chez Journal du Japon. Comment est-ce que vous allez tous les trois? Bonjour, ça va. Ensemble, on va aborder un sujet qui peut être un peu clivant, mais c'est pas l'objectif aujourd'hui. On va essayer ensemble de déterminer si le shoujo face au féminisme peut être un allié ou si au contraire il est problématique. Est-ce que déjà vous avez des remarques ou des questions, des réflexions par rapport ne serait-ce qu'à cet état de fait que le shoujo potentiellement fait beaucoup parler de lui, mais pas forcément pour les bonnes raisons? Vaste question. Le shoujo manga fait beaucoup parler parce que ces derniers temps, notamment sur les réseaux sociaux, parce que des jeunes femmes et des lectrices notamment ont commencé à prendre la parole pour faire remarquer qu'il y avait un mauvais traitement du shoujo. Donc on peut dire qu'il fait parler effectivement pour les mauvaises raisons, parce que c'est parce qu'il ne faisait pas parler avant en fait. Mais de facto, ça c'est moi mon vécu, mon ressenti en tant qu'éditeur, qui milite depuis des années pour donner de la visibilité au shoujo manga au pluriel, parce que justement quand on dit le shoujo manga, en fait il faudrait plutôt dire les shoujo manga, mais que je trouve que les shoujo manga ne font pas encore assez parler. Moi je trouve que vraiment ils ne font pas assez Mais parler. est-ce que justement en France le shoujo n'a pas été surreprésenté avec un seul genre? Si je pose la question, c'est parce que en préparation de cet épisode, je me suis amusée, entre guillemets, à scraper Manga News pour essayer d'avoir quelques informations, pour avoir une visibilité d'ensemble de ce que peut être le shoujo aujourd'hui en France. Il s'avère à ma grande surprise que, visiblement, de ce que j'ai pu découvrir, Soleil serait la maison d'édition qui a le catalogue le mieux fourni en shoujo. Qu'est-ce que tu appelles le mieux en termes de quantité ou de diversité? Non, de quantité, uniquement en termes de quantité. Après, en soi, c'est pas étonnant que ça vienne de Soleil. Soleil a fait partie vraiment des gros acteurs du développement du shoujo manga. Ok. Dans le début des années 2000, effectivement. Ils sont là depuis longtemps. Ils sont là depuis longtemps. C'est une entreprise qui fait du manga depuis longtemps. Donc ça joue aussi l'ancienneté de l'entreprise. Parce que bon, si je caricature un peu, si tu prends l'époque où Akata, on faisait les mangas pour Delcourt, tu enlèves le moment où on a pris notre indépendance et tu mets tout ce qu'on a fait pour Delcourt, plus ce qu'on en a fait, on doit en avoir à peu près autant. Et oui, c'est vrai en plus. C'est vrai, si je regarde mes datas, Akata, on est à peu près à 12,4% de shoujo et Delcourt, on est à 11,3% à peu près. Bon, ce sont des chiffres qui sont issus de mes recherches personnelles, je ne garantis absolument pas leur validité et leur vérification. Pourcentage de la publication, en termes de nombre de séries ou nombre de tomes? Nombre de séries, uniquement en nombre de séries. C'est pas possible que Akata en soit que à 12%. Alors, encore une fois, c'est par rapport à Manga News. Je n'exclus absolument aucun oubli sur la base de données de Manga News. Je pense qu'on est largement au-dessus des 12%. Faudrait compter. Mais... Ah, c'est tout à fait possible, hein. C'est tout à fait possible. Après, en l'occurrence, j'ai scrappé depuis que je dise pas de bêtises. Je crois que le manga le plus ancien que j'ai dans ma base de données doit dater des années 70 jusqu'à fin 2024. Mais du coup, quand tu dis 12% pour Akata, c'est genre dans le catalogue entier de Akata, il y aurait que 12% de shoujo? Alors non, sur le marché du shoujo. Ah, sur le marché du shoujo. Sur le marché du shoujo, Akata. Depuis les années 70. Pardon, ok. D'accord, voilà. Il faut les préciser. Ok. Tu vois, pardon, excusez-moi, mauvaise explication. C'est pour ça que je comprenais pas. Je me disais, attends, je comprends pas. Là, il y a un problème. Mauvaise explication de ma part. Non, sur le marché du shoujo, en gros, Soleil aurait 20% des séries. Akata, Crunchyroll aurait 17,4%.
Ce qui Ok. m'étonne d'ailleurs, pour être tout à fait honnête. Bah non, parce que c'est Kazé. Kazé, ils en avaient plein Oui. aussi à l'époque. Oui, c'est vrai, mais- Ils ont ingurgité Asuka aussi, qui en avait pas mal. Et oui, à c'est l'époque. vrai. Mais Finalement, n'étant c'est pas, pas faux. nécessairement lectrice Ouais. basique, enfin, Et puis encore une De- fois, Kazé, Asuka, c'est une boîte qui est là depuis les années oui, 2000. c'est vrai. Donc tu vois, il y a Oui. l'ancienneté qui compte. C'est Mais vrai. ouais. C'est vrai. Mais du coup, par rapport à tout ce beau monde, Akata aurait 12,4% des séries présentes en France estampillées shoujo et shosei. Je sais. Je sais, pardon, excusez-moi. excusez-moi. C'est moi la relou de la prononciation, cherchez Oh, bah, pas. non, mais t'as tout à fait raison, t'as partout tout à où je fait vais, raison. c'est moi qui fais chier partout où je vais à chaque fois. Non, mais t'as pardon. totalement raison, il n'y a pas de souci sur ça. Je comprends. Et puis, apprendre, c'est toujours bien pour le cerveau. Donc, moi, j'apprends, ça me va. Du coup, j'ai perdu mon fil, mais c'est pas grave. Ah oui, si. Soleil. Et en fait, dans mon analyse, je me suis également intéressée aux thèmes, genres littéraires qui sont présents dans ces catégories-là, donc shoujo, shosei. Mm. Et alors, je le répète, je ne suis pas une lectrice, enfin une cible en tout cas traditionnelle de ce qu'on pourrait attendre d'une lectrice de shoujo shosei. Moi, je suis une lectrice qui, concrètement, j'aime les personnages féminins, masculins, peu importe, indépendants, qui vont à la bagarre, qui vont au conflit, qui nanana. Voilà, je suis très Eh très ben, il y loin. a plein de shoujo comme ça. Voilà, j'en découvre. C'est ça qui est bien, c'est que j'en découvre. Mais je suis très très loin des Magical Girl, sauf Mais il y a des Magical Girls exception, voilà. Enfin, Magical Girl Seed, par exemple, est très très bien. mais c'est pas un shoujo manga, c'est un shonen. Mais c'est Oui, leur voilà. Moon, Sailor Moon, elles vont à la bagarre. Hein. Ouais, mais Sailor Moon, pour le coup, j'étais très fan de Sailor Mars. Ouais, mais bon, les autres aussi, hein, c'est leur Uranus, c'est leur Jupiter. voilà. Enfin, elles vont à la bagarre. Hein, Après, elles c'est sont la très manière d'aller à la indépendantes. bagarre, peut-être, je sais pas. Eh ben, je saurais pas dire. Alors, j'étais très fan de Sailor Moon, et ce qui est très drôle, c'est que quand j'étais gamine, si vraiment on doit faire une juxtaposition avec Disney, la princesse Disney qui, moi, me faisait vibrer quand j'étais gosse, c'était Mulan. Ah oui. Très bon choix. C'était Mulan, et apparemment, j'ai cassé les pieds à mes parents avec Mulan. Elle est partie en recherche C'est dire. historique sur sa propre vie. Maman, papa, j'aimais quoi? Ah Ah ouais, non, mais même pas, en fait, c'est juste qu'à chaque fois, comme j'ai bossé à Disney, un jour, ma mère, elle débarque et elle me dit, tu sais, toi, Disney, tu nous as cassé les bonbons avec Mulan, hein, quand même. Et Marianne, elle m'a dit, et puis maintenant que t'es adulte, bah, je fais surprise. Voilà. Et donc, en fait, dans le shoujo shosei, ce qui ressort, ce qui est estampillé, c'est la romance, le plus, avec 36,3%, encore une fois, selon ce que j'ai trouvé sur Manga News. La tranche de vie, le fantastique et le drame dans les 4 premiers genres. Comment est-ce que vous le comprenez, ça? Comment vous le ressentez? Ah, moi, je dis que c'est des choix d'éditeurs. Mais bon, voilà, et je dis pas que c'est comment dire, forcément un problème, mais de ce que moi j'ai cru comprendre sur l'histoire du manga en France, du coup, ce sont les prises de décision des maisons d'édition des années 2000 quand même qui ont beaucoup joué sur le fait qu'il y ait cette représentation de ces thématiques-là en France, parce que, alors s'il y a les mêmes bien évidemment au Japon, j'ai quand même bien conscience que il y a quand même des différences. Il y a quand même des différences. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je pense que s'il y a des gens qui ont des a priori sur les titres estampillés shoujo à base de c'est que des trucs enfin ils vont dire ça de manière très péjorative, donc je reprends les termes, mais c'est pas forcément ce que je pense, parce que moi j'adore les trucs cucu, mais les gens vont dire c'est cucu, c'est encore des lycéens, des lycéennes, c'est encore des histoires d'amour. Moi je considère, en tout cas avec l'expérience et le recul que j'ai, que c'est quand même vraiment beaucoup dû aux maisons d'édition qui ont fait des choix pour vendre, parce qu'en fait il y a eu peut-être des idées reçues aussi, en se disant si on prend un shoujo, il faut qu'il y ait ce genre d'histoire parce que c'est ça dans leur tête, et en fait c'est quelque chose qui ça fait un effet un peu boule de neige, tu vois. Ça a été repris un peu par toutes les autres maisons d'édition qui ont fait aussi du shoujo, et en fait c'est devenu une image un peu omniprésente. Enfin, c'est un peu la vision que j'en ai, et justement j'ai un peu cette sensation de me dire, il y avait une représentation par des histoires beaucoup de lycéens à une certaine période, et aujourd'hui au contraire il y a une diversité qui déborde d'un petit peu tous les côtés. On a beaucoup plus de choix, on a même peut-être trop de choix, mais c'est un autre débat, parce que du coup on n'arrive plus à tout suivre. C'est une vraie difficulté, je trouve, de réussir à tout suivre,
parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent et plein de choses hyper intéressantes et avec justement ce petit air un peu frais et parmi c'est pas parce que Bruno est là que je dis ça, mais parmi tous les titres plutôt différents qui sortent, il y a quand même justement beaucoup de titres chez Akata qui depuis quelques années a vraiment pris en main avec beaucoup de volonté, beaucoup d'efforts et puis beaucoup de communication aussi, à justement déployer au maximum toutes les thématiques et toute la force qu'on peut retrouver dans les titres qui sont au Japon estampillés shoujo de par leur magazine ou josei et en fait c'est vraiment donner de la visibilité à on va dire des œuvres qui étaient peut-être pas forcément trop considérées par les autres maisons d'édition parce qu'elles sortaient des cases. En fait j'ai l'impression qu'avec les années on s'est mis des cases, genre le shoujo, comme je vous le disais, c'est la vision que j'en ai encore une fois. Le shoujo c'est des lycéens et puis il faut qu'il y ait des romances. Du coup, on achète des licences à base de romances et de lycéens, etc. Mais du coup, tous les autres sont un peu, entre guillemets, laissés à l'abandon. Après, je vais pas dire qu'il n'y en a pas eu du tout, parce qu'il y en a eu. Et pour revenir sur des titres où il y a eu, justement, je trouve, des choses un peu différentes, il y avait Kazé à l'époque, je me rappelle, qui avait commencé à sortir un peu de ça. Alors, il y en a sûrement eu plein d'autres, mais moi, j'ai un souvenir un peu précis. Je me rappelle quand Happy Mariage est sorti chez Kazé, je m'étais dit « Waouh !» C'est des adultes. Non, pas. Trop bien. Pas Happy Mariage. Si, c'est Happy Mariage. C'est pas My Happy Mariage. Ah, mais oui, c'est à cause mariage. de ça. Mais oui, bien sûr. C'est Happy Mariage. Oui, Happy Mariage. Pardon, oui. De Enjoji Maki. Oui, d'Enjoji Maki. Ouais. Et ça a été un des premiers où, en fait, du coup, je me suis dit, mais genre, j'adore le style, j'adore le trait. Bon, on repassera sur un certain aspect de la relation. Oui, c'était les shoujo de l'époque. Hein. Voilà. Mais du coup, ce que j'aimais bien, c'est qu'on était sur des adultes. On n'était plus avec cette espèce de pudeur qu'on pourrait retrouver ailleurs. On était sur des vraies problématiques un peu de société, avec dans la vraie vie, quoi. Et après, avec le côté un peu telenovelas quand même, tu vois, avec les drames familiaux derrière. Il veut le tuer, etc. Je suis en mode, j'aime bien aussi. Héritage culturel des telenovelas. J'aime bien quand il y a du drame un peu comme ça. Et il y avait aussi, pour juste en citer deux, Let's Get Married aussi, qui était sorti chez Kazé aussi à l'époque, qui m'avait beaucoup plu. Et c'était une époque où j'avais plus de temps, donc j'avais aussi regardé le drama. Il y avait un drama qui était sorti de cette série-là. Et je me disais que c'était des œuvres qui étaient faites pour moi. Je me sentais vraiment cible et ça me plaisait beaucoup. C'était une époque où je réfléchissais pas forcément en séparant, tu vois. Je disais pas forcément, là je lis un shoujo, là je lis un josei, là je lis un shonen. C'était pas une période dans ma vie où c'était important de pouvoir bien définir ce genre de choses. C'était une période où, dans ma vie, je consommais du manga en me basant plus sur la couverture et le résumé éventuellement. Tiens, est-ce qu'il va y avoir des petits trucs un peu sympas entre ces deux persos ? Parce que moi, j'ai toujours aimé la romance, peu importe le type d'univers dans lequel je me plongeais. Et après, voilà, j'ai commencé beaucoup plus tard à comprendre et à remettre un peu les choses à leur place, dans leur contexte, et à suivre un peu le parcours et l'histoire du manga de manière un peu générale. Et c'est là qu'on se rend compte un peu que il y a des choses qui sont un peu dommages. Et en vrai, j'ai un peu la sensation que selon les maisons d'édition, sachant qu'il y en a énormément en France, hein, il y a quand même beaucoup de gens, je sais pas si c'est un problème d'ignorance, je pense pas que ce soit du mépris, mais il y a des cibles éditoriales qui sont vraiment pas du tout comprises par les gens dans les maisons d'édition. En tout cas, c'est vraiment la sensation qui en ressort de l'extérieur. Puis des fois, en discutant un peu avec certains, on se dit « Ah, d'accord, c'est votre vision. » Voilà. Donc, Est-ce que justement cette vision-là pourrait pas être un reliquat du marketing de l'époque ? Alors, en fait, je peux Bruno, rebondir, parce que Bien avant sûr. de répondre à la question, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce qu'a dit Caroline, pour rebondir un peu et refaire un petit point historique, en fait. Vas-y. Parce que le shoujo manga, en France, à la base, il est arrivé par des œuvres qui étaient plutôt des œuvres de fantastique, un peu sombres. Il est arrivé à travers des autrices comme Clamp, qui offraient du RG Veda, du X, du Tokyo Babylon, qui étaient des histoires très sombres. Mais personne l'estampillait shoujo, on est d'accord, personne le faisait. C'était pas encore estampillé shoujo, mais ça commençait à être utilisé. Et puis la première collection shoujo officiellement, c'était pour Fushigi Yugi. Donc, ah oui, attends, c'était quel éditeur C'était Tonkam.
Ok, c'était Tonkam. C'était Tonkam, c'était Fushigi Yugi, c'était en fait presque un isekai avant l'heure. Ah bah oui, non, mais Après, complètement. dans la collection shoujo chez Tonkam, on a eu Angel Sanctuary, donc voilà, des histoires d'apocalypse, on a eu Please Save My Earth, des histoires de science-fiction et de réincarnation. Donc en fait, les premiers shoujo qui sont vraiment arrivés estampillés shoujo, c'était vraiment pas des romances lycéennes. Je pense qu'à l'époque, moi j'étais lecteur de manga, les gens étaient curieux, lisaient beaucoup de choses. On lisait tout ce qu'il y avait parce qu'il y avait moins de mangas qui sortaient, donc en fait c'était facile et possible de tout lire. Je pense que ça a fait que il y a certains lecteurs aujourd'hui qui disent oui mais nous à l'époque on s'en fichait. Oui on s'en fichait parce qu'on pouvait tout lire. Après vraiment il y a eu un grand tournant. À quelle période? Au moment où très facile hein, quand il y a eu Akata qui a été créé et qui a lancé des collections manga avec Delcourt. Et donc il y a eu une grande année et pour moi il y avait du shoujo ailleurs de temps en temps, mais vraiment le tournant en France pour moi il arrive en rafale. On a eu la même année Peach Girl, Fruit Basket, Nana. Oui. Ça c'était en 2002. Oui. C'était en 2002. Et en 2002 c'est 3 ouvrages qui ont vraiment marqué les gens, qui ont été des best-sellers et qui ont dit le shoujo manga c'est ça. C'est aussi ça, parce qu'avant il y avait des shoujo manga, il y avait eu Magnolia, le magazine de prépublication shoujo manga qui était fait par Tonkam aussi, où il y avait des histoires différentes, il y avait les Princes du thé, ces histoires. Moi j'adorais Magnolia, c'était génial. Hein. C'était chouette, mais c'était pas forcément des romances lycéennes. Non, pour le coup, ça n'en était pas. Mais c'est vrai que moi, quand je parle des romances lycéennes, je pense plus au milieu des années 2000 où j'ai la sensation d'avoir été inondée. Mais vraiment, en fait, les premières collections vraiment revendiquées shoujo, c'était pas des romances lycéennes. Et c'est là où moi, à un moment, je mets aussi la responsabilité. Bien sûr, les éditeurs ont une responsabilité. On a tous eu une responsabilité en tant qu'éditeur. Mais il y a eu ces ouvrages, Fruit Basket, Peach Girl, Nana et dans une moindre mesure Mars qui sont arrivés, qui ont vraiment été des hyper-sellers. Ça a été des cartons internationaux. Fruit Basket, on parle de millions d'exemplaires en France. Donc forcément, il y a de l'argent. Quand il y a de l'argent, les gens y suivent. Nana aussi ou pas du tout? Nana aussi, c'est millions d'exemplaires. Ah, voilà. Mais Fruit Basket était devant. Et voilà, ça restait des romances. Alors, pas lycéennes pour le coup. Et Nana, un très bon exemple, c'était pas une romance lycéenne. C'était des femmes adultes. Oui. Derrière ça, en même temps, il y a eu un âge d'or où vraiment il y a eu plein de tentatives qui ont été faites. Bon, je vais prendre notre exemple à nous de chez Akata où on travaille avec Delcourt parce que je connais par cœur. Il y en avait à côté aussi, mais je me souviens moins. Mais on était en plein dedans. On a proposé dès 2006 et avant même l'arrivée de Happy Mariage et des ouvrages comme Complément affectif. Par exemple, de Marie Okazaki qui parlait d'une femme adulte dans le monde du travail. On a proposé les mangas aussi de Natsuki Sumeragi qui se passaient dans la Chine traditionnelle. Regardez maintenant ce qui se passe sur le marché avec toutes les histoires de fantasy dans la Chine traditionnelle. On avait déjà proposé des mangas de Natsuki Sumeragi à l'époque. Donc, Romance d'outre-tombe. Mais du coup, c'était trop tôt, tu penses, Bruno? Tu penses que c'était trop tôt? C'était probablement trop tôt. Mais en fait, un éditeur, ça reste une entreprise. Ces bouquins-là, Marie Okazaki, on en a vendu 500 exemplaires des derniers tomes. En fait, à un moment, nous, on propose des bouquins. Si les lecteurs, ils n'ont pas de curiosité et qu'ils vont toujours manger la même chose, on ne peut pas faire des miracles. Et je tire là la sonnette d'alarme aujourd'hui spécifiquement aussi, parce que là, on est à un moment crucial du marché où c'est en train de se reproduire ce qui s'est passé dans ces années-là. Si les lecteurs et les lectrices notamment de shoujo manga ne vont pas avoir un peu de curiosité, la diversité du shoujo, vous allez pouvoir la rechercher et l'attendre pendant très longtemps. Et je tire là aujourd'hui la sonnette d'alarme. Attention, on est dans une situation similaire de celle qu'on a déjà vécue au milieu des années 2000, où on avait beau proposer des choses différentes, les lecteurs et les lectrices allaient toujours lire les mêmes types d'histoires. Et n'avaient plus de curiosité. Alors, on a tous une responsabilité, le budget, l'augmentation des prix, le quotidien qui est difficile, on a envie de se... Il y a plein de facteurs, c'est ultra complexe, c'est ultra dense, et c'est multifactoriel, et il y a une part de responsabilité des éditeurs, il y a une part de responsabilité des distributeurs, il y a une part de responsabilité des journalistes, il y a une part de responsabilité des libraires, mais il y a aussi une part de responsabilité chez les lecteurs. En fait, on est tous co-responsables de la situation d'un marché. On l'a été dans les années, moitié des années 2000, où vraiment il y avait beaucoup de diversité dans le shoujo, mais ceux qui se vendaient le mieux, vraiment de très loin, c'était les romances lycéennes. Donc en fait, si c'est ce qui se vend le mieux, c'est aussi ce que les éditeurs vont proposer.
et que dès que tu essayes de faire un pas de côté, tu te prends un gadin, à un moment, t'arrêtes. Mais du coup, Ouais, est-ce que ça c'est pas soigne. bizarre que genre Nana, il a cartonné et on n'ait pas eu, alors pas des copies de Nana qui débarquent, mais on va dire des titres avec des thématiques un peu similaires qui est suivi parce que du coup, en gros, le buzz de cette période-là, donc début des années 2000, c'est surtout l'impact du coup des lycéens qui est resté auprès des éditeurs en se disant ah ok ça marche, du coup c'est ça qu'on va prendre. Mais c'est Nana qui a ouvert les portes à Happy Mariage et à Let's Get Married. Hein. D'accord, ok. Donc Pour il y a moi, quand c'est même ça c'est évident. l'influence, ok. Et puis, en fait, on avait essayé d'autres choses. Hein. On avait essayé des compléments affectifs. Tu avais aussi la collection Lolita chez Kazé qu'ils avaient essayé, etc. Enfin, Nana a ouvert des portes et après, tu as eu d'autres choses. Tu as eu chez Panini qui essayait aussi de faire des shoujo manga adultes. Hein. Beaucoup. Et je vois que pour Nana, moi j'avais entendu parler même de fanzines, de personnes qui étaient très très fidèles à cette série, qui ont imaginé la suite de Nana et qui l'ont publiée en fanzine. Donc on voit qu'il y a quand même encore énormément de lecteurs et de lectrices qui aiment parler de Nana. Ah oui, mais encore Nana, aujourd'hui, c'est... on est 20 ans plus tard, c'est Alors, toujours le cas. L'année dernière, Nana, en France, c'était la meilleure vente shoujo. D'accord. Alors, Ce qui m'a fait plaisir et un peu blasé à la fois. Mais, oui, c'est ça, c'est que moi ce que j'entends c'est quand même que Nana a ouvert des portes, concrètement c'est ça, mais qu'au final on n'a pas su, nous, que ce soit en termes de lecteurs, en termes de journalistes, parce que je me positionne aussi du côté des journalistes pour bosser un peu de cet angle-là, et autres, on n'a pas su saisir les opportunités qui s'offraient à nous. alors, très clairement, les journalistes ont fait de la merde. Ah oui, non mais, alors, Et, moi et je suis la parle pas première à de- le dire. enfin, Aujourd'hui, les journalistes, alors je dirais pas tous, mais pour plusieurs raisons, c'est également multifactoriel. On est dans une course au clic aujourd'hui, je sais pas comment c'était à l'époque, mais aujourd'hui on est dans une course au clic, et du coup les médias qui parlent de manga ont tendance à tabler exclusivement sur ce dont ils sont sûrs qu'il va fonctionner. Sauf que, c'est trop facile, 2, à titre perso, j'appelle pas ça du journalisme, Non. et 3, il y a un moment donné, en tant que journaliste, et ça je l'ai toujours dit, on a notre part de responsabilité d'éducation du public. Tout à fait. Alors oui, les éditeurs ont effectivement leur mission, qui est leur mission première, rappelons-le, qui est quand même de publier des œuvres, d'offrir au public un choix qui est plus ou moins large, mais c'est également aux journalistes de jouer le jeu et de se dire ok, on va au-delà du superficiel et on va beaucoup plus loin. Et donc, on va au-delà des chiffres de vente. Exactement. Et c'est un des points sur lequel je vais revenir, c'est qu'en fait, j'en ai marre qu'on parle tout le temps de chiffre de vente. Parce que de toute façon, au-delà du chiffre de vente, il faut parler de la rentabilité. C'est bien beau de Bien savoir sûr. combien un bouquin il s'est vendu, mais il a été acheté combien et est-ce qu'il a été rentable. C'est ça ça. le vrai cœur du problème, du débat. Mais Et de toute façon, pour remettre le shoujo manga en avant sur la scène comme il se doit, il faut parler des contenus et de sa valeur culturelle et historique. bien sûr. Et alors, Noémie, tu voulais peut-être dire quelque chose ? Oui, pardon. Et Vas-y. moi, c'est vrai que ce que j'ai vu, et même j'en avais discuté avec des collègues qui sont et qui étaient responsables des rayons manga en bibliothèque, c'est qu'en fait, généralement, pour les shoujo, il y a beaucoup moins de shoujo qui sont empruntés que des shonen. Ce n'est pas une surprise pour moi. Mais que c'était beaucoup de filles qui demandaient des suggestions et des séries spécifiques. Donc en fait, ça aussi, elles en ont sûrement entendu parler ailleurs, ou entre amis, ou sur internet, ou par des journalistes. Mais du coup, elles vont pas trop, elles vont chercher vraiment une série cible, mais elles vont pas chercher non plus à regarder ce qui se passe dans d'autres Et séries. c'est là où, en fait, moi je trouve ça triste de se dire qu'on n'a plus cette curiosité d'aller chercher ailleurs. Parce que, alors, à titre perso, quand j'ai fait mes recherches pour préparer le podcast, j'ai cherché à comprendre un petit peu déjà ce qu'était le shoujo. Comme j'ai dit, je suis pas nécessairement la première cible d'un shoujo, entre guillemets, imaginé dans l'esprit collectif des lecteurs de... Voilà, je sais pas comment le dire autrement, je suis désolée. Mais la curiosité fait que j'en lis de plus en plus, et je remercie d'ailleurs Akata d'être là, parce qu'il y a des titres à côté desquels je serais complètement passée, en fait, je pense, si Akata les avait pas sortis. Donc merci Bruno, hein, voilà. Et en fait, moi j'ai cherché à comprendre quelle était la vision, l'évolution du shoujo au Japon concernant le féminisme. Parce que
On a le féminisme qui est très européen chez nous, mais c'est pas parce qu'on a notre féminisme qu'au Japon c'est le même. De prime abord, en tout cas, pour moi, ça fonctionne pas comme ça. Le féminisme n'est pas que sur une seule ligne, c'est pas possible. C'est les féminismes. Voilà, on devrait plutôt dire effectivement les féminismes. Bruno t'en parlera peut-être mieux que moi, mais moi j'ai en tête Akane Torikai sur le féminisme par exemple. Oui. Ouais, tout à fait. Et elle est pas la seule, puisqu'on en avait parlé ensemble, Noémie, on avait parlé de Moyoko Hano, notamment. Ah oui, effectivement. Puisque j'ai lu le manga qui s'appelle In the Cloth Named Fat. Oui, alors, c'est ça, In the Cloth Named Fat. Vous pardonnerez mon accent complètement flingué au sol, j'en suis désolée. Voilà. Mais un manga qui... alors, l'autrice, pour ceux qui ne connaissent pas, est quand même l'autrice qui est derrière Chocolat et Vanilla. Oui, et ça, je ne l'ai pas lu, mais j'étais très étonnée de l'apprendre après. C'est toi qui me l'as appris, figure-toi. Et du coup, on est quand même dans deux salles, deux ambiances, puisque Chocolat et Vanilla est quand même beaucoup plus léger de l'image que j'en ai. Attention, je ne l'ai pas lu. Chocolat et Vanilla, juste pour parler un peu de Chocolat et Vanilla, je pense que c'est très importante. Moyoko Hano, elle dessine ce manga, en fait, quand elle commence à trouver que les mangas, les shoujo mangas pour petites filles, commencent à régresser en termes de qualité, qu'ils ne racontent plus rien intéressant et pas d'éducatif aussi, parce que le shoujo manga pour petites filles a toujours véhiculé des valeurs positives, enfin, des choses importantes pour l'éducation, et elle trouve que elle commence à dessiner ça à un moment. Elle trouve que les shoujo manga pour petites filles commencent à être insipides, et elle décide qu'elle va montrer qu'on peut faire encore aujourd'hui, enfin c'était il y a quelques années, mais des shoujo manga qui racontent des choses. Je pense vraiment que Chocolat et Vanilla, pour moi c'est une œuvre féministe, Chocolat et Vanilla, avec deux personnages féminins qui doivent trouver leur place, qui sont différents, qui ont des vraies constructions de personnages, qui disent des choses sur la société et sur aussi comment on se construit quand on est une petite fille. Vraiment, c'est une très bonne œuvre, Chocolat et Vanilla. Ouais, j'adore aussi. Justement, je vais rebondir sur ce que tu étais en train de dire, Bruno, parce que je suis tombée sur une étude publiée dans le volume 28 de la revue Manga Kenkyu, par Taro Kamimura. Et en fait, ce monsieur a fait un petit peu l'historique du shoujo et explique que dans les années 60, début 70, le shoujo est sous l'influence de la culture traditionnelle des jeunes filles. Donc, moi perso, quand on me parle de culture traditionnelle des jeunes filles, je sais pas trop de quoi. C'est ce qu'on appelle la shoujo bunka, mais c'est un truc très spécifique au Japon. Je sais pas comment tu l'as lu ce texte. C'était une traduction en anglais peut-être, mais la shoujo bunka, c'est quelque chose qui a été développé. Il y a des personnes qui en parleraient mieux que moi, mais dans l'entre-deux-guerres, il y a toute une culture. C'est exactement ce que l'étude explique, ouais. Il y a toute une culture qui est née des magazines, des revues qui sont nées, qui sont plutôt des revues littéraires, artistiques, avec des codes esthétiques aussi, qui viennent aussi du coup de l'Occident, de l'Art Nouveau, etc. Et c'est là où il y a quelques racines du shoujo manga. Et c'est justement ce que l'étude explique, puisqu'il parle bien de l'avant-guerre, où il y a cette relation interféminine qui existe, qui est présentée comme étant la relation sister, où effectivement il y a cette relation très idéalisée entre une aînée et une cadette qui vont avoir une espèce de forme de romance. Enfin bref, ça explique ça, ça parle de ça, de tout ça, et ça met surtout en avant en fait la pureté, la solidarité, l'entraide, la dévotion, et ça idéalise beaucoup cette relation de grande sœur, petite sœur. Un truc qui a changé un peu plus tard, puisque apparemment les normes hétérosexuelles occidentales, oui c'est ça, les normes hétérosexuelles occidentales ont commencé à influer le shoujo manga, ce qui a donné de nouvelles œuvres, de nouveaux codes. Et c'est là où, au final, on se retrouve avec des histoires féminines qui sont plutôt relayées au second plan, et on se retrouve avec des romances plus traditionnelles, un homme, une femme, voilà. Alors ça, justement, on est obligé. Enfin, en fait, ce qui est très complexe, c'est qu'il faut. Enfin, le shoujo manga en tant que sujet d'étude, aujourd'hui au Japon est très étudié. Ça a pris un peu de temps aussi, mais l'évolution de l'histoire du shoujo manga, elle est protéiforme et elle prend plusieurs chemins. Qui parfois se contredisent, mais c'est en fait ce qui fait toute sa diversité aussi, c'est que c'est pas une seule ligne. Les shoujo manga, c'est plusieurs lignes historiques, c'est plusieurs courants qui s'affrontent, qui se mélangent, qui s'auto-influencent, et en fait, la norme hétéronormée dans le shoujo manga, elle est pas si évidente que ça.
Et vraiment, elle est pas si évidente du tout. Ok. D'ailleurs, il y a des autrices qui historiquement le disaient. Dans le shoujo manga, dans les shoujo mangas, c'est ce que dit par exemple Eiko Hanamura, donc l'autrice de Autant n'emporte la brume qu'on a proposé. Elle dit qu'à l'époque où elle propose Autant n'emporte la brume dans le magazine Margaret, qui est un magazine plutôt de shoujo manga pour collégiennes, l'idée de décrire une histoire d'amour, c'était absolument tabou. On ne mettait pas d'histoire d'amour dans les shoujo mangas. Le sujet en lui-même de l'amour était tabou. Ça me fait penser, moi, pour la petite anecdote, j'ai commencé à lire des mangas vers les années 2010. Et mon tout premier shoujo, c'était quelqu'un qui me l'avait offert, c'était Killary, où il y avait une couverture brillante, etc. Et je me souviens, je me suis dit, mais moi qui lis que des shonen de baston, c'est un peu bizarre. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé le fait que justement, il y ait la romance qui soit là, sans être vraiment là, mais que tout tourne surtout autour de la success story de Killary en tant qu'idole. En tant qu'idole, pardon. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de chercher aussi dans d'autres histoires. Où la romance, elle est présente, mais qu'elle n'englobe pas tout non plus. Elle n'est pas au premier plan, quoi. Oui, c'est ça. Après, je pense aussi que nos propres critères vont faire qu'on va s'orienter vers telle ou telle lecture. Tu vois, par exemple, Caro, au début, elle expliquait bien qu'elle, la romance et le style telenovelas, c'était sa came à fond les ballons. Moi, j'ai dit clairement la romance, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, selon comment c'est amené. C'est toujours pas, c'est voilà. Et toi, Noémie, tu vois, t'as encore une autre vision de ce que tu attends, et c'est pareil pour Bruno. Donc, et c'est là en fait où je trouve dommage aujourd'hui de cantonner, on va dire, certains mangas à une seule étiquette, parce que c'est beaucoup plus que ça. Moi, je me souviens quand je suis rentrée du Japon en 2016. Ça faisait quelques années que j'avais pas lu de manga parce que la vie faisait que. Je vais dans une Fnac et je tombe sur un manga qui s'appelle Les Enfants de la Baleine. Oh. Et ben c'était mon premier shoujo, les gars. Ah. Enfin, en dehors de Gals, j'entends, mais c'est lui qui m'a fait replonger dans, Bah oui, dans bien le monde sûr. du manga. Et Mystery. alors, autant je sais qu'il a été recatégorisé seinen en France. Avec, ça, c'est un sujet qu'on pourrait aborder aussi. Toutes les recatégorisations, on va dire, de par un point de vue marketing, en fait. C'est purement du marketing pour la France. Mais c'est un sujet qu'on pourrait aborder. C'est un sujet qu'on pourrait aborder parce que c'est vrai que ça fait débat. Ça fait très débat. Ah oui, non, mais ça m'étonne pas du tout parce que sur le principe, tellement de choses à dire que les enfants, je peux comprendre que les enfants de la baleine correspondent justement à certains critères du shoujo, mais je comprends aussi que ça puisse correspondre d'un point de vue marketing, encore une fois, aux critères du seinen vendu en France. Cela étant, Les Enfants de la Baleine reste un shoujo, et c'est un shoujo pour lequel je me battrai bec et ongle jusqu'à la fin de mes jours. Et étonnamment, petit à petit, et moi au fil des années, j'en ai découvert d'autres. Donc il y a eu Moyoko Hano, il y a eu... je regardais, là, le dernier que j'ai lu, c'est Remember Me, je crois que c'est un shoujo. Ah, il est magnifique, hein. Pardon. Que j'ai adoré. Que j'ai trouvé extrêmement poignant. Oui, c'est un shoujo. Enfin voilà, et je trouve aujourd'hui dommage que le lectorat français ne juge une œuvre que sur une catégorisation qui est japonaise. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est un peu se mettre des œillères en fait, pour moi. Alors, quand on dit le lectorat français... Non, mais je m'inclus aussi dedans parce que moi-même, j'avais ce biais-là. C'est pour ça que je parle de lectorat dans sa globalité. Mais effectivement, les hommes sont très certainement beaucoup plus concernés que les femmes. Oui. Et d'ailleurs, ça pour moi qui adore partager mes lectures, etc., c'est vrai que les hommes qui lisent des mangas autour de moi lisent principalement du shonen, mais en plus du shonen de Jump. Mais dès que je leur montre un shoujo, ils sont très curieux et ils le lisent. Mais si c'était pas moi qui le faisais, qui avait fait cette démarche pour les faire lire, ils auraient même pas deviné. Et en discutant justement avec d'autres bibliothécaires, il y en a qui lisent des shoujo sans savoir que c'est du shoujo. Par exemple, il y a Lovely Complex, qui pourtant est une tranche de vie romance, et un shoujo, mais il y a beaucoup d'hommes qui le lisent. Mais... Oui, Bruno, tu voulais dire un truc ? Non, mais Lovely Complex, ça a été un best-seller aussi, en fait. Hein, donc, c'est beaucoup de souvenirs pour moi aussi, ça, oui, cette série. Mais c'est aussi Akata en plus, hein, mais je pense que Lovely Complex a parlé aux hommes parce qu'il y a un personnage qui est plus petit, qui est moins dans la norme, donc il y a plein de mecs qui sont un peu
Ça parle au complexe des garçons Ouais, de ça cet parle au âge-là, je complexe pense. des garçons. Non, mais très clairement. Non, mais je pense que c'est vrai. Puis c'est un personnage qui s'impose bien aussi. Ça dépend vraiment des histoires, il y a vraiment de tout. Mais c'est vrai que c'est un personnage où. Enfin, une histoire, pardon, où le personnage masculin, qui fait partie donc des deux héros, il a pleinement sa place. Tu vois, on est beaucoup aussi à la fois dans sa tête, on a un peu ses doutes aussi parce que, après, ça dépend de comment les auteurs et les autrices veulent faire les histoires. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même un souvenir de quand j'étais jeune, de lire beaucoup d'histoires où j'étais plus dans la tête de l'héroïne que dans la tête des autres personnages. Aujourd'hui, j'ai l'impression que justement, un peu à l'instar de Lovely Complex, on va être plus à même dans les shoujo et même dans d'autres cibles éditoriales, plus présent dans la tête de de beaucoup plus de personnages et pas genre juste celui qu'on vise. Ça dépend des histoires complètement et c'est ce qui fait l'intérêt et la diversité de tout ce qu'on peut lire aujourd'hui. C'est que justement, en fait, on va plus être forcément dans les codes qui étaient un peu marqués peut-être à une époque. Moi, j'ai plus de nom en tête là tout de suite, mais je me rappelle qu'il y avait quand même pas mal d'histoires que j'ai lues, mais donc beaucoup plus jeune, vraiment début 2000. On était que dans la tête de la fille et la fille, elle comprenait rien à ce qui se passait. Mais les enjeux sont pas les mêmes, très clairement, quoi. Et après, c'est intéressant. En fait, pour moi, les deux sont complémentaires et intéressants. Moi, j'aime bien qu'on n'est que du côté du perso principal parce que ça laisse une part de mystère sur les autres personnages. Mais en fait, quand tu es dans un autre type d'histoire où tu as des persos qui sont pas. Enfin, où tu es dans la tête de plein de persos, ça te dit autre chose. Mais finalement, c'est comme dans les romans. Tu as des romans où le narrateur il est unique, et puis tu as des romans dual point of view, où tu as des narrateurs qui s'alternent. C'est exactement la même chose, quoi. Puis Lovely Complex, il y a une adaptation en animé, et ça, justement, c'était une question que je voulais vous poser. C'était. J'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément d'adaptations de shoujo en animé. Est-ce que ça joue justement sur le marketing? Il y a eu un trou. Il y a eu un trou sur les adaptations animées, on va dire dans les années 2010. Un très gros trou. Dans les années 2000, il y en avait plein. C'était un ravin. Il y avait Nana, il y avait Fruit Basket, il y avait Divine Nanami. Il y en avait des pelles entières de shoujo manga adaptés en animé. Hilary qui faisait 3 séries. Dans les années 2000, 2010, il y a eu un trou. Ouais. Et ça revient là en ce moment. Dans les années 2020, là, on est gâtés quand même. Il y a plein de séries qui sont annoncées. Carrément. Et il y en a encore plein, mais j'ai pas le droit d'en parler. Mais là, il y a des infos à pécho. Excusez-moi, la journaliste en moi vient. Qu'est-ce qu'on dit? Vous n'aurez aucune info de ma part parce que je suis une tombe et professionnelle. Mais il y en a plein qui arrivent. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que ça, après, c'est ce qu'on me dit, moi, quand j'en parle avec les éditeurs au Japon, avec les gens des sociétés de production, où, rappelons-le, il y a surtout des hommes. C'est important de le rappeler. Il n'y a pas que des hommes, il y a surtout des hommes. Et ils disent, oui, mais en fait, comme ça coûte cher aujourd'hui de faire des animés, il y a eu une explosion des coûts, ce qui était moins le cas dans les années 2000. Avec l'explosion des coûts, les exigences de qualité des spectateurs qui voulaient des animés mieux animés, etc., pour réduire, avec la perte aussi des ventes de frais, etc., enfin qu'il fallait vendre mieux, etc., pour amortir les coûts, dans la logique de développement des animés, il faut vendre des goodies avec. Et les goodies, ils sont soi-disant plus faciles à vendre quand c'est des trucs pour garçons. Et puis aussi, l'avantage, c'est qu'au Japon, dans des techniques de cross-média, les shoujo manga, ils les font plus facilement en drama avec des acteurs, et comme ça, ils peuvent vendre du goodies dessus. Ce qui explique que dans les années 2010, il y avait moins d'animés parce que la logique d'adaptation, c'était plutôt d'aller vers les dramas. Oui. Au Japon. Il y en a eu beaucoup, et en effet, dans les années 2010, les dramas. Mitchell était très très chouette, l'adaptation. Mais du coup, les dramas sont vraiment limitants d'un point de vue international. Clairement. Et du coup, alors, petite question, parce que là, on voit que les animes shoujo reviennent avec force et honneur, et tant mieux, hein. Mais qu'est-ce qui explique justement cet intérêt? Parce que là, ils peuvent pas nous dire que ça vend pas, puisqu'ils savent pas encore. Non, ils savent que ça vend. Il y a eu des remakes aussi, je pense au remake de Fruit Basket, qui avait plutôt bien marché aussi. Est-ce que c'était pas un test aussi quelque part, ce remake? On n'est pas dans leur tête, c'est dur à répondre. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est qu'entre le remake de Fruit Basket et celui de Sailor Moon, c'est des curseurs qui disent des choses. Oui, voilà. Et qui prouvent via des succès commerciaux qu'il y a effectivement des choses qui peuvent se faire. Ça, parce qu'au Japon, Bruno et Caro d'ailleurs, vous êtes peut-être les deux qui pouvez répondre, mais est-ce qu'au Japon, des fois, il y avait une demande de la part des lectrices d'avoir des adaptations animées de... je saurais pas répondre. Mince. Les lectrices japonaises, j'en côtoie pas beaucoup. Je pense que ce sera plus Bruno qui sera même, mais peut-être pas au niveau des lectrices, mais au niveau des maisons d'édition qui savent
ce que peut-être les lectrices Peut-être, ouais. demandent. Après, encore une fois, c'est pas les maisons d'édition qui sont décisionnaires, là, c'est les sociétés de production. Oui, non, bien Et sûr. puis bon, il y a plusieurs sons de cloche entre si on parle aux gens du marketing, si on parle aux Oui, bon. rédactions des magazines, si on parle aux responsables qui vendent les droits, ou si on parle, et si c'est des hommes, si c'est des femmes, on a des sons de cloche très différents en fait. Mm. C'est Ouais, il toujours y a à boire très- et à manger, en Et fait. puis c'est très les gens ne sont pas forcément d'accord entre eux. Les gens ne sont pas forcément d'accord entre eux, mais il y a parfois chez certaines éditrices une frustration qui s'exprime de la part de la manière dont certaines choses sont considérées D'accord, au Japon. ok. y compris. C'est hyper intéressant. Mais justement, on va parler marketing, puisque ça, c'est mon domaine. Non pas que le manga ne le soit pas, mais peut-être un petit peu moins. J'ai fait... Alors, lors de mes recherches, je suis tombée sur une étude qui m'a... C'est ce que je vous expliquais, qui m'a un petit peu trigger. Donc, c'est une étude qui a été publiée par une entreprise de S2AS, pardon. Donc, une entreprise spécialisée dans le marketing numérique, cette fois-ci. Et elle propose 2 outils. Un outil pour le diagnostic personnalisé dans le but de faire des campagnes et un outil de campagne via SMS. Donc déjà, les campagnes SMS, je ne savais même pas que ça existait encore, pour être tout à fait honnête, je savais suis pas que- très surprise. Et donc sur l'un des sites de cette entreprise, qui s'appelle... l'entreprise mère s'appelle Pickles Inc. Donc, voilà. Et en fait, sur l'un des sites, ils proposent plusieurs analyses et plusieurs études de cas, dont un dossier qui porte sur un sujet qui s'appelle le Princess Marketing, Ah oui, rien que non. qui m'a un petit peu... voilà. Et en gros, je résume très grossièrement. Hein. Me tapez pas si jamais ça vous trigger autant que moi, je suis pas responsable. Parce que l'article date de 2023 et il a été mis à jour fin 2024. Donc c'est pas vieux. J'aurais limite préféré. Mais selon eux, les hommes et les femmes veulent des histoires différentes, ce qui demanderait une approche différente. Bébé Pour eux, les hommes voudraient une histoire d'aventure où le héros grandit, et les femmes voudraient une histoire qui les propulserait dans un nouveau monde. Je se verra pas sur podcast, mais je me tape la tête. Et être une vilaine. Alors, ouais. Ouh. C'est là où il faut qu'on parle que le genre est une construction sociale ou... Bah, en fait, c'est là où concrètement, c'est ce qu'on expliquait, c'est ce que je vous expliquais, c'est que moi, je suis marketeuse, je me définis comme étant une femme, cisgenre, d'origine multiple, blanche comme un cachet d'aspirine. Y a pas de souci, mais j'ai beaucoup de mal avec le fait que l'on mette les individus dans des cases aussi étroites. D'autant plus que pour eux, et c'est là où moi j'ai eu un trigger supplémentaire, ils définissent également les hommes comme ayant un excès de confiance en eux et les femmes comme ayant un déficit de confiance en Non, elles. mais ça, c'est une réalité aussi qui est liée à la société. Enfin, parce que t'es un complètement, petit garçon, Bien sûr. t'es un petit Alors- garçon, on t'encourage tout le temps et bien sûr. C'est ça. Et donc c'est là où c'est intéressant, c'est que cette vision-là, donc qui est très japonaise, hein, qui est pas du tout nécessairement la nôtre, la mienne, la vôtre, je me suis dit que potentiellement elle pouvait effectivement avoir un impact sur les ventes mises en avant, que ce soit d'un point de vue éditeur, d'un point de vue libraire ou même d'un point de vue lecteur. C'est quoi cette entreprise? C'est une japonaise? Ouais, c'est une entreprise japonaise qui s'appelle Pickles Inc. Comme le cornichon. Parce que en fait, ce qui est compliqué, c'est que d'abord, est-ce qu'ils sont liés au manga, ces gens-là? Non, c'était une étude sur le marketing de manière générale. Ok. Pour le Oui. coup. Là, c'était vraiment une étude sur le marketing général, parce que moi, dans ma logique, c'était, ok, quelle est la vision marketing japonaise de l'homme et de la femme de manière générale? Alors, c'était pas forcément l'approche la plus intelligente à avoir, je vous l'accorde. Mais je voulais Non, quand même mais la c'est voir. intéressant. Après, bah voilà, depuis quand elle existe cette entreprise et est-ce qu'elle a déjà bossé dans le manga? Tu vois, enfin, c'est ça qui est. Je crois alors, j'ai pas checké les clients, j'ai vu plusieurs gros clients, mais je crois pas avoir vu d'éditeur manga à proprement parler. Parce qu'en fait, les maisons d'édition de manga ont leur propre marketing en interne, souvent. Donc, Je serais pas étonné. Hein. mais tu vois, juste pour contredire ce que dit cette étude marketing aujourd'hui, mais ça, on peut en parler si on parle de shonen manga. Les jeunes femmes, elles veulent des histoires qui les amènent dans des autres mondes.
la grosse tendance du shonen aujourd'hui, chez les garçons, c'est aussi les isekai. Donc je me fais renverser par un camion et je me retrouve dans un autre monde où j'ai fait aucun effort à faire et ça y est, j'ai plein de pouvoirs. T'es trop début 2020, maintenant ils sont même plus écrasés par des camions, Je ça y est, sais, ils ont mais- déjà changé. Ah là là, Mais ça me mais manque. il y a des choses à dire sur ça aussi. Et j'en parlais avec un éditeur de shonen qui me disait que la grosse différence pour lui entre les shonen un peu la Jump et les isekai, c'est que dans les shonen Jump, tu as globalement un groupe de héros et que c'est par la mutualisation et les efforts en commun que tu y arrives, même s'il y a un héros central. Alors que dans les isekai, eh ben, c'est en général des gens qui sont tout seuls. Donc bon, Ouais. c'est encore un autre débat, c'est un autre sujet. Après, il n'y a pas aussi juste l'origine de l'œuvre, parce que très souvent, il me semble, corrigez-moi si c'est faux, mais les isekai aujourd'hui qu'on connaît sont tous des adaptations quasiment de light novel, ce qui n'est pas du tout le cas du coup des œuvres Jump, puisque c'est des œuvres pensées pour le manga aussi directement. Je suis pas assez expert de l'isekai, je peux pas dire. Il me semble que beaucoup d'isekai, effectivement, sont tirés. Alors, je ne mettrai pas ma main au feu que ce soit le cas de tous. En fait, Je sais que- c'est quand tu vois effectivement sur les couvertures des mangas, tu vois toujours œuvre originale, bidule, dessin, machin. Enfin, il y a C'est vrai. quand tu vois ça, tu sais. Tu sais globalement qu'il y a une œuvre originale et que en fait, du coup, alors, le public cible sur les light novels ou les romans, je visualise pas très bien, mais j'ai un peu toujours cette vision, toujours de l'extérieur, un peu de me dire, ça a l'air de viser quand même plutôt des adultes que des ados. Donc, et pourtant, je suis convaincue que c'est beaucoup d'ados qui lisent. Pas Quoi. au Japon, pas au Japon. Pas au Japon. Non, il y a light novel et light novel, il y en a pour tous les âges, il y en a pour les C'est vrai. jeunes, il y en a pour les enfants. Donc là, moi après, je suis pas expert du light novel, donc pareil, Ouais, je veux pas dire de moi non bêtises. Mais il y a clairement des light novels pour collégiens au Japon, y compris pour école primaire, etc. Oh, carrément. Ah Mm. purée, il y a du Kodomo, quoi, incroyable. Et j'avoue, je ne m'y attendais pas non plus. Mais du coup, effectivement, en fait, cette étude marketing qui est vraiment type marché marketing dans sa globalité, moi, elle m'a un peu trigger, effectivement, dans le sens où je trouve que ça peut représenter certains biais que certaines personnes peuvent avoir. Mais par c'est la rapport société à- patriarcale, c'est juste la société patriarcale Oui, clairement. représentée dans l'étude. Mais laisse-moi sortir mes Pardon. fourches et bon. Pardon, vas-y, pardon. Oui, ma sœur. Non, en fait, là où je voulais en venir, c'est surtout qu'au-delà de représenter la société patriarcale, je trouve que beaucoup de personnes ont tendance à se contenter de ça C'est vrai que, et à ne pas en sortir, en fait. c'est vrai que même en France d'ailleurs, enfin, moi quand j'échange avec des amies filles qui lisent des mangas, elles lisent principalement du shonen en disant qu'elles aiment l'aventure, qu'elles aiment les héros qui grandissent, etc. Et beaucoup moins les shoujo, et parce que il y a certaines séries qu'elles connaissent, mais j'ai pas l'impression non plus qu'elles aient envie de connaître. Et c'est surtout ça, qu'elles aient envie de connaître. C'est là où c'est dommage. Pour le coup, on en revient à ce qu'on disait en début d'épisode, c'est qu'elles s'enferment un petit peu dans une case et elles n'ont pas envie d'en sortir par manque de curiosité au final. Mm. Typiquement, donc avec Caro, on a une amie en commun qui est Tanja. Lorsque je suis à court d'inspiration, je me tourne vers elle et en général j'ai droit à une liste qui fait ma taille, à savoir que je fais quasi 1m80 de tout et je ne m'arrête pas sur est-ce que c'est du shoujo, est-ce que c'est du shonen, machin. Non, c'est juste ok, tu me connais, est-ce que ça va me plaire? Point. Moi, ma D'ailleurs, réflexion, elle s'arrête là. D'ailleurs, moi je m'étais fait de la réflexion aussi sur la place du shoujo dans les librairies. Ah ah. Elle est, Alors- spoiler, elle est pas trop présente. Pas trop, non. Et surtout, pour avoir fait beaucoup de librairies BD spécialisées BD manga, généralement, alors soit il y en a qui sont dans des sous-sols, soit il y en a qui sont dans des étagères vraiment en bas où il faut se baisser, etc. Soit c'est mis dans une petite étagère en coin. Et généralement, c'est aussi à côté des yuri et des yaoi. Oui, Et, c'est vrai. et ça, je me suis toujours demandé, est-ce que c'est parce que c'est leur choix à eux, des libraires, ou est-ce que c'est parce qu'ils savent qu'ils en ont pas beaucoup, ou est-ce qu'ils savent d'avance que les lecteurs et lectrices vont plutôt aller se tourner vers le shonen ou les Peut-être parce seinen. qu'ils connaissent leur public, enfin le public qui fréquente la librairie, je sais pas, non, c'est pas, ça joue pas. Moi je sais qu'il y a un libraire que je connais, je vais pas balancer son nom parce que si je me trompe sur cette vision-là, ça va mal se passer, mais je sais qu'il a construit le rayonnage de sa boutique
un peu en fonction de sa clientèle qui est déjà établie, parce que c'est une librairie qui est là depuis super longtemps, depuis vraiment beaucoup d'années. Et du coup, je sais que quand on entre, alors il y a les têtes de gondole où il y a de tout. Les têtes de gondole, en arrivant dans la boutique, il y a de tout. Mais les premiers rayons qu'on va avoir, effectivement, c'est les shonen. Tu vas un peu plus loin dans la boutique, t'as les seinen et les shoujo, a priori. Et encore un peu plus loin, et surtout très très haut, tu as les hentai, parce qu'il en vend aussi. Voilà, je me dis, c'est pas une mauvaise idée. Alors voilà, un peu plus caché quand même, mine de rien, c'est pas mal. Et il y en a d'autres où je sais que... Alors là, je sais que je me plante pas, donc je sais que je peux dire la librairie. Il y a le Renard Doré, par exemple, à Paris, qui a fait le choix d'avoir une librairie vraiment par thématique. Donc on a d'un côté les titres fantastiques, les titres gastronomiques, vraiment les thématiques sont hyper bien indiquées, et en fait selon ce que tu as envie de lire, tu peux y aller. Après, les têtes de gondole, pareil, elles sont un peu mélangées, même si comme il a 2 espèces d'étagères pour la tête de gondole, je sais que d'un côté on peut retrouver des titres quand même plus sur une cible féminine, et de l'autre côté les autres de manière un peu générale. C'est ça, moi, quand je voyais la librairie où dans le sous-sol il y avait les yaoi et les yuri et les shoujo, je me suis demandé, est-ce que c'est parce que c'est un cliché de dire shoujo est égal à romance, peut être aussi égal à yaoi et yuri, ou c'est vraiment mettre le public féminin, cible féminin dans le sous-sol. Alors là, on parle quand même de librairie. Je pense que tu parles d'une librairie indépendante, Noémie. Et je pense savoir de qui tu parles, mais je le dirai pas pour éviter de me planter. On sait jamais. Mais là, en l'occurrence, on parle de 3 librairies indépendantes qui sont libres en fait de leur choix quelque part. Alors que si on va dans des librairies genre les Fnac, les grandes enseignes, tu veux dire? Ouais, tu vois, par exemple, c'est couillon, mais donc Manga 4 qui est à Bordeaux a exactement le même fonctionnement que le Renard Doré. C'est pas classé par catégorisation, mais par thématique. Et ça, moi, je trouve ça très bien. Mais chez Manga 4, t'as aussi des libraires qui sont des femmes. Hein. Voilà. Aussi, totalement. Il y a aussi des libraires qui sont des femmes. Alors que, typiquement, si je cherche un tome spécifique et que j'ai la flemme d'aller en centre-ville de Bordeaux, moi, je vais avoir tendance peut-être à aller à la Fnac ou quoi. Et là, alors déjà, majoritairement, effectivement, le libraire n'est pas nécessairement une femme. Ça peut être... Majoritairement, ce sont des hommes sur lesquels je tombe, d'ailleurs, étonnamment. Et c'est surtout qu'il y a une représentation du shoujo qui est quasi inexistante, en fait. Après, la difficulté, c'est toujours difficile de comparer des magasins comme les Fnac à des libraires indépendants. Bien sûr. Les systèmes de distribution, de diffusion, ne sont pas forcément les mêmes. Les Fnac, les responsables de rayon des Fnac, en fonction, n'ont pas forcément la liberté de vraiment commander ce qu'ils veulent. Et souvent, c'est centralisé. C'est centralisé par la centrale d'achat du groupe qui, en fait, fait les objectifs et dit, ça va être tant d'exemplaires. En fait, il y a une prise de décision qui est moins évidente dans les groupes comme les Fnac, les Cultura, les espaces culturels, qui fait qu'il y a des décisions groupes à l'échelle nationale. D'accord. Après, Cultura, pour le coup, je sais pas si c'est parce qu'ils sont originaires de Bordeaux ou quoi, mais les Cultura chez moi sont généralement mieux fournis que les Fnac. Mais bon. Ça dépend. Après, il y a plein de facteurs. Voilà. Hein, c'est multifactoriel aussi, mais voilà, c'est compliqué. Et dans les centrales aussi, après, c'est du micmac de business entre guillemets, mais en tant qu'éditeur, on présente nos enjeux aux différents éditeurs, aux différents libraires, aux différents acheteurs, et c'est eux à un moment qui vont décider en regardant les historiques de vente et s'ils croient dans un projet ou pas, le potentiel qu'il y a dessus. Et après, des mises en avant, ça se paye aussi, des têtes de gondole, ça se paye. Sous réserve que la chaîne accepte que ça les intéresse, on va payer pour des mises en avant, pour être mis en avant dans toutes les librairies, par exemple toutes les Fnac de France. Mais il y a des logiques derrière qui sont au-delà du choix de libraire. Oui, qui sont plutôt financières au final. Financière, marketing, commercial et puis de prise de décision au siège à Paris, par exemple. Ouais, ok, mais ça reste quand même hyper intéressant. C'est un vrai sujet parce que est-ce que les responsables d'achat ont envie de pousser en avant des shoujo ou globalement d'ailleurs des mangas LGBT, etc. Enfin, il y a plein de choses à dire dessus. Hein. C'est ça, là on en revient encore une fois à la responsabilité de chacun
dans la promotion en fait de ce qui est entre guillemets une catégorisation. Parce que par exemple, à contrario, ce qui est intéressant, je vais faire un parallèle qui est un peu risqué et vous m'en voudrez pas, je pense. Mais typiquement, ces dernières années, ce qui fonctionne hyper bien, c'est la dark romance. Pardon. Le truc qu'on avait, alors qui fonctionnait pas il y a 10 ou 15 ans, aujourd'hui pète les scores. Et moi je trouve ça hyper étonnant de voir que il y en a un qui a osé, ça a pété les scores. Et ça prend des risques là-dessus, mais pas forcément sur d'autres sujets, sur d'autres produits qui peuvent être tout aussi successful en fait. En fait, encore une fois, est-ce que ça peut être aussi successful? C'est les chiffres de vente et c'est les lecteurs qui décident à un moment. C'est ça. Parce que prendre des risques en tant qu'éditeur, après il y a des éditeurs qui vont jamais prendre de risques. Hein. Il y a des suiveurs, il y a des créateurs de tendance, il y a ceux qui prennent des risques, etc. Tout ça, c'est un mélange. Mais est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont plus porteurs en ce moment que la dark romance, spécifiquement en littérature, ça j'en sais rien, moi je maîtrise pas assez la littérature, mais voilà, les éditeurs proposent, les lecteurs disposent, et après par-dessus les éditeurs surenchérissent quoi. Bien sûr. D'ailleurs, petite question, quel est le shoujo qui vous a le plus marqué à vous? Si vous ne deviez en choisir qu'un. Je peux en choisir 2? Non. C'est pas beau de tricher. Qu'un seul. Moi, je peux pas répondre parce que je suis éditeur. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment. Et puis j'ai un rapport particulier au shoujo. Oui, ce sont tous tes bébés en fait au final. En fait, c'est mes enfants et puis il y a des shoujo mangas où derrière je connais les auteurs aussi qui sont devenus des amis. Bien sûr. Donc voilà, je peux pas répondre vraiment à cette question. Après, et genre le premier que t'as lu peut-être. Ouais, dans ton cas, pour toi spécifiquement, le non, premier mais que t'as lu, que j'ai lu, parce que c'est c'est Sailor différent. Moon. C'est Sailor Moon le premier que j'ai lu. Mais gros impact quand même du coup. Bien sûr, mais mais si après je dois citer une œuvre qui a eu plus d'impact que Sailor Moon, c'est Utena. Mais bon, c'est plus en animé qu'en manga, tu vois. Oui. Donc c'est un peu. Après, c'est incroyable ça aussi. Oui. Utena, c'est shoujo codé de A à Z. Enfin... C'est vrai. Non, c'est vrai. Moi, je dirais, et je pense que juste après le podcast, je me disais, mais non, c'était quelque chose d'autre. Mais je vais choisir Switch Girl. Ah. Vraiment, voilà. Et Switch Girl, en fait, j'aurais hésité. J'ai hésité très très longtemps avec Fruit Basket. Mais ces deux séries-là, j'adore les lire et les relire, etc. Et depuis le collège. Chaque fois, ça me fait un nouvel effet et toujours positif. Switch Girl, c'est incroyable. Je l'ai pas lu moi. Moi j'ai lu. Ah, tu l'as pas lu? Non, je l'ai pas lu, mais par contre je pense que je vais le lire parce que j'ai lu le premier tome du Bourge et la Cagole et je me suis tapé en fou rire. Et il est vachement bien, ouais. Je l'ai trouvé excellent et je me suis dit Switch Girl, faut que je le fasse, ça a l'air d'être quelque chose. Mais vraiment le Bourge et la Cagole, alors je ne l'ai pas lu en japonais pour le coup parce que je ne parle pas japonais, mais la trad, je l'ai trouvée excellente. L'adaptation de l'humour est très très réussie, ouais. Sur oui, en fait c'est. Pour féliciter les traducteurs et adaptateurs. Hein. Non mais voilà, c'est ça. Il y a des mangas comme ça où l'humour, ça passe pas quoi. Genre Shin-chan en manga papier, j'ai un peu du mal à concevoir le truc. Tu vas faire pleurer Thunder. Il va pleurer. Non mais en animé j'adorais voir ces petites fesses qui font plop plop. Mais oui, parce qu'il a adoré le manga aussi, c'est un grand fan de Shin-chan, donc mais ok. Il écoutera ce podcast en pleurant. Bah écoute, je lui offrirai un paquet de mouchoirs. Après, pour revenir, moi j'ai plus rigolé à Sweet Girl et même encore aujourd'hui, j'aime pas plus à Sweet Girl qu'à. Et je l'ai pas lu. Donc il faut que tu le lises. Mais en fait, et que tu regardes le drama aussi. Le drama, il est incroyable. C'est un des rares qui est sorti en DVD, Blu-ray, enfin juste Blu-ray, de DVD. Il y avait parce que Blu-ray, Switch Girl, ça a été un vrai phénomène en France, quoi. Les gens. D'accord. C'était un phénomène énorme, plus gros qu'au Japon en termes d'impact. Switch Girl, l'impact que ça a eu en France sur une génération de lectrices, on réalise pas. Je pense que même Natsumi Aida encore. Là, elle a encore halluciné une fois encore de voir l'impact que ça a eu Switch Girl. Switch Girl, c'était générationnel et ça a libéré un poids des lectrices en France. Vraiment, ça a été un bouquin qui a sauvé des vies, Switch Girl. Bon, écoutez, je vais essayer de me le choper, voilà. Et puis, et je le lirai et puis je vous dirai. Mais c'est pour ça que le drama a pu arriver en France. Et le succès que ça a eu à l'époque, c'était phénoménal. Ça sortait de nulle part parce que c'était pas encore un succès comme ça au Japon. Et la première semaine de vente, tout le monde a fait « Mais qu'est-ce qui se passe sur ce livre ?»
Après, je Waouh. sais pas si ça aura le même impact de le lire pour la première fois en tant qu'adulte qu'en tant Oui. qu'ado. Moi, c'est vrai que je l'avais lu en tant que collégienne où j'étais pas bien dans ma peau à ce moment-là. Et c'est, oui, comme a dit Bruno, c'est quelque chose qui fait du bien, quoi. Moi, je l'ai lu adulte, hein. Tu peux y aller, Juliette, c'est parfait Écoute, aussi adulte. Hein. Je No souci, suis hein. sur la jaquette là, du tome 1, j'ai lu Gals en étant adolescent, je me dis que ça peut être que le step-up. Voilà. Je me dis ça peut être que le step-up. Et du coup, toi, Caro, Mais moi, Hein j'hésitais entre deux aussi. Je vais me permettre, comme Noémie, un peu de vous dire les deux sur lesquels j'hésitais et du coup de dire lequel finalement je choisis. Mais j'hésitais entre Cardcaptor Sakura et Nana, parce Ah, que Cardcaptor Sakura, ça a été vraiment l'œuvre qui m'a fait re-rentrer dans l'univers du manga et qui a vraiment été, on va dire, oh mon dieu, en français, comme on dit, j'ai le kikkake en japonais, mais j'ai pas le l'occasion, le l'occasion, déclencheur, voilà, qui le a été déclencheur. l'occasion pour moi de finalement replonger dans cet univers et de vraiment saisir en fait, on va dire le chemin, saisir ce chemin qui fait qu'aujourd'hui je suis là vraiment sans ce manga, ce serait sûrement pas pareil. Et mais comme c'est juste, voilà, c'était le premier où je suis revenue dedans et que ça m'a ouvert les yeux surtout sur la culture japonaise, qu'après j'ai fait des études de japonais, etc. Ça reste un peu différent. Et Nana, c'était vraiment pour vraiment l'impact que ça a eu sur ma propre vie, sur mes propres choix dans ma vie, sur des prises de conscience de ma propre condition, de ce que je traversais dans ma vie, et ça a fait écho à beaucoup de choses. Et en fait, je pense que c'est un des premiers mangas qui m'a autant fait réaliser que ce que je vivais était pas normal sur de nombreux points. J'étais pas chanteuse, hein, mais vous voyez peut-être du coup sur plutôt quel point c'était hyper important. Et je crois que je sais pas, j'ai rarement autant finalement pleuré avec une œuvre et tellement senti de déchirement au fond de moi en le lisant aussi. Je le recommande 1000 fois, mais les gens à chaque fois ils me disent mais tu vas pas dire que t'avais pleuré. Oui, je sais, mais en fait c'est pas juste ça, c'est pas juste être triste. En fait, c'est beaucoup plus d'émotions et c'est surtout y a plein d'œuvres qui sont incroyables aujourd'hui aussi, mais c'est vrai que vraiment ce que ça a provoqué chez moi et en fait finalement tout ce qu'il y a autour de Nana aussi, il y a une espèce d'aura qui émane de ça puisque c'est très dramatique. On est sur une œuvre qui n'est pas terminée, des centaines de milliers de lecteurs dans le monde qui n'attendent que ça, une fin, enfin, tu vois. Et pour l'instant c'est toujours pas le cas. Donc en plus, au-delà de l'œuvre, au-delà des thématiques, au-delà des messages, on a vraiment aussi tout cet impact d'un point de vue très réel chez nous. Aura-t-on une fin? Je pense à des gens, je me dis, est-ce que moi, dans 50 ans, j'aurai enfin la fin? Enfin non, peut-être pas. Enfin, j'espère que quand même si avant, mais bon, on n'obligera jamais l'autrice de toute manière à aller dessus si jamais elle ne peut pas ou elle ne veut pas. C'est son choix, c'est son droit. Mais ouais, non, Nana, je pense que ça reste vraiment un des mangas qui a un peu fait une nouvelle Caroline Segara à un moment donné. c'est marrant de voir que une lecture peut vraiment radicalement nous transformer. Ouais. C'est fou quand même. Hein. C'est la force de la culture. Hein. Oui, c'est vrai. Tu vois, par exemple, Caro, tu disais que t'avais pleuré en lisant Nana, mais moi, le nombre de mangas où j'ai eu un fou rire incontrôlable devant une scène, où j'ai pleuré, machin, mais tu pleures pas parce que t'es triste toi, tu pleures parce que t'es triste pour le perso, en fait, au final. Oui, mais des fois, ça fait très... Après, ça dépend comment on est empathique ou pas quand on est dans une lecture. Ça dépend des lectures aussi. Oui. Mais c'est vrai que des fois, et je pense que c'est ça qui aide des gens quand on a des œuvres qui vont poser vraiment pleinement la lumière sur des vrais problèmes que peuvent rencontrer des gens, mais qui n'arrivent pas à s'en rendre totalement compte. Des fois, quand on met la lumière dessus, je pense qu'on peut pleurer aussi, pas que par empathie, mais parce qu'en fait, on prend conscience, tu vois, du mal dans lequel en fait on est, et on s'en rendait pas compte. Enfin, et vraiment, je trouve qu'il y a des mangas qui nous soignent vachement par rapport à ça, car il y a ceux qui nous permettent de nous élever et de finalement traverser des montagnes qu'on n'imaginait pas possibles. Et puis il y a ceux qui nous soignent le cœur juste parce que ça apporte du réconfort de manière globale. Mais bon, ça dépend. Voilà, là c'est très général comme discours que je tiens. C'est pas que sur les œuvres ciblées pour les femmes, c'est vraiment de manière un peu plus globale. Mais si on reste uniquement sur ce prisme-là, effectivement, enfin pour moi c'est Nana encore aujourd'hui, même si je ressens des choses extrêmement fortes sur beaucoup d'œuvres encore maintenant 2025 qu'elle crut, quoi, vraiment. C'est pour ça que Fruit Basket, d'ailleurs, ça m'avait beaucoup marqué, c'est qu'en fait, chaque personnage avait ses problématiques et son point de vue, et il y avait une fin, c'est entre Yuki et Kyo, où ils s'engueulent,
Et à chaque fois que je la regarde, que je la lis, je me dis ah waouh, mais ils ont raison les deux. Donc, Moi, ce qui m'a époustouflé dans Fruit Basket à l'époque, je me demandais comment elle allait s'en sortir du triangle amoureux. Mm. Et en fait, la conclusion de Yuki, comment... Enfin voilà, bon, peut-être les gens trouvent ça glauque, j'en sais rien avec du recul, mais la réponse de Yuki, la manière dont il considère Toru, je trouvais que ça disait beaucoup de choses. Oui. Et puis, on va pas se mentir, hein, la fin de Fruits Basket, ça reste une fin qui est réaliste en soi, parce que ça peut arriver. Enfin, on peut pas tous avoir un happy ending, on peut pas tous... non, dans une histoire d'amour, il y a forcément des déçus. Mais il n'y a pas de déception. Mais j'ai pas l'impression, non, parce que Yuki. Non, Non. Il n'y a pas de déception de ce C'est vrai point-là. que je comprends ce que tu veux dire. Par exemple, dans Switch Girl, j'ai vraiment eu l'impression que la fin, c'est un peu tombé comme un cheveu sur la soupe. Avec d'ailleurs l'apparition d'un personnage qu'on attendait depuis vraiment le début de la série. Enfin, je te spoil pas, hein. Mais non, t'inquiète pas. Mais c'est vrai que Switch Girl, j'étais un peu déçue de la fin. Ah ouais, ok. J'ai un peu resté sur ma fin. Mais c'est que mon avis après. Mais tu verras, on en discutera plus tard. Après, moi, je sais que par exemple, sur Les Enfants de la Baleine, j'avais... Alors, c'est vraiment une œuvre pour le coup, là, pareil, comme Caro, où moi, elle m'a fait réaliser beaucoup de choses. Pourtant, au premier abord, tu te dis qu'est-ce que tu veux que ça te fasse réaliser, ce genre d'œuvre fantastique, machin. Bon, moi, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Et j'avais de très très grosses attentes pour la fin. Vraiment, j'étais en flip total. Je me disais, soit la fin, elle va être parfaite, elle va être dans la continuité du manga et ça va être l'apogée du manga et ça va être parfait et je vais juste être triste de pas avoir de suite, que ça continue pas et que ça m'accompagne pas jusqu'à la fin de mes vieux jours, soit ça va être complètement raté. Et je me demande si justement, quand on a un tel affect pour une série, on place pas la barre beaucoup trop haute, beaucoup plus haute que ce qu'on ferait pour une autre série. Surtout quand on a conscience des contraintes des mangaka, si la série doit continuer, etc. Quel est le choix de l'éditeur aussi. C'est ça. Mais on s'éloigne du sujet principal, qui était à l'origine le féminisme, le shoujo, peuvent-ils être alliés ou est-ce que c'est réellement problématique ? On s'est dit beaucoup de choses, tous les trois. Oui. On a quand même pas mal évoqué le marketing, les féminismes, comme nous l'a souligné Bruno, qui a totalement raison sur le sujet, la vision japonaise du sujet qui diffère notamment de la nôtre. Pour moi, alors, et je vous inviterai à me dire ce que vous ressentez après cet échange, et surtout par rapport au sujet de manière générale. Je serai pas du tout clivante sur le sujet, donc il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Pour moi, ça peut comme ça peut ne pas l'être. Je m'explique. Pour moi, un shoujo peut être à la fois féministe. On l'a vu avec certaines œuvres. Je vais par exemple parler de Nana, qui pour moi a quand même une grosse portée féministe. Moyoko Hano, dont on a parlé. On n'a pas parlé de Moto Hagio, mais elle a quand même également son mot à dire dans cette histoire. Au même titre que d'autres œuvres ont peut-être une portée beaucoup moins féministe, pour ne pas dire simplement divertissante. Pour moi, tout dépend en fait au final de ce que l'auteur, l'autrice de manière générale, va avoir à dire et va vouloir dire. Tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est pas faux. Je pense que c'est pas faux et que il faut pas chercher forcément faut pas chercher forcément absolument à trouver du féminisme dans des œuvres pensées pour des cibles éditoriales féminines, parce qu'en fait, déjà, en vrai, tout dépend du magazine. Tout dépend du magazine, ouais. Il y a des magazines qui vont plutôt avoir des thématiques sur des univers, il y en a qui vont être un peu plus, entre guillemets, fourre-tout, enfin, c'est très, très aléatoire, il y en a qui ont vraiment des cibles même plus précises, hein. On va viser les adolescentes, ça dépend vraiment du magazine. Après, moi, je trouve que, sur des exemples de trucs que j'ai pu lire dans ma vie, il y a des choses que je trouve presque misogynes pour des femmes, mais parce qu'en fait, c'est pour moi pas forcément une volonté d'être misogyne, c'est juste
parce que c'est un reflet de la société et que Ce sont des la biais, ouais. société étant patriarcale au Japon spécifiquement, avec des codes très établis pour les femmes, en fait, à travers ces œuvres, en fait, on est juste dans un reflet. Ça fait écho à ce qu'elles traversent. Et en fait, il n'y a pas forcément toujours une volonté à vouloir prendre position dessus. Des fois, c'est juste du récit. On raconte. En fait, moi, je trouve ça intéressant d'un point de vue sociétal pour se rendre compte de c'est quoi, en fait, finalement, les conditions du quotidien de ces femmes-là aussi. Et ça définit, je trouve, du coup, de manière hyper cohérente par la suite, ce que peut représenter aussi un fantasme pour le public féminin japonais, parce que du coup par extension là je prends du coup voilà un fil et je le tire un peu plus loin, on a du coup des œuvres pour une cible éditoriale féminine mais qui vont être à caractère plus libre et caractère sexuel, enfin vraiment qui vont être je parle pas de boys love parce qu'il existe du coup ce qu'on appelle le teens love et qui est pensé vraiment pour les femmes et qui va là voilà vraiment être une représentation d'un fantasme et de plein de fantasmes différents, mais quand même avec des codes qui reviennent beaucoup d'histoire en histoire. Et je comprends quand moi on me dit ah tu lis ça, enfin je raconte le plot, tu vois, ah tu lis ça, et je me dis ouais c'est vrai que ça, en 2025 tu dis que tu lis ça, tu fais ouais j'avoue c'est pas incroyable, mais quand t'es habitué parce que du coup t'as lu beaucoup de choses et que en fait tu te rends même plus compte que qu'en 2025, en tout cas, quand t'es français avec notre héritage culturel, etc., et puis tous les combats qui ont été menés dans notre pays, etc., je fais vraiment la différence entre la culture française et la culture japonaise. J'ai l'impression des fois qu'à la lecture, je me mets une espèce de, pas de masque, parce que c'est pas pour ne pas voir, mais c'est plus, je me mets en condition, en quelque sorte. Et je sais que par exemple, le Teens Love, je trouve que c'est hyper intéressant pour analyser pourquoi est-ce que une mangaka japonaise va avoir envie de créer un fantasme sur son collègue de travail ou sur le patron un petit peu énervant, elle se rend compte que si elle est coincée dans un ascenseur avec lui, les choses sont totalement différentes. Enfin voilà, pour te dire le niveau parfois de petits fantasmes un peu à la con finalement, mais qui peut te proposer une petite lecture tranquille, facile, c'est un petit one-shot, ton histoire elle est pliée assez rapidement, mais c'est aussi intéressant je trouve pour les femmes parce que moi en grandissant j'ai réalisé par exemple que je pouvais pas forcément correspondre à tout ce qu'on pouvait me proposer et je me suis mis dans une position de je suis quoi aujourd'hui. Alors je suis une maman, je suis extrêmement débordée par le travail, par mon rôle de parent, gérer mon foyer, j'aimerais lire beaucoup plus que ce que je lis actuellement et je sais que si je vais me coucher, si je lis des choses un peu trop compliquées, mon cerveau il s'endort avant et que du coup par exemple si je vais lire un petit Teens Love par exemple, littéralement un exemple, et je me rends compte que c'est la lecture idéale juste avant de faire dodo parce que c'est un petit truc, c'est pas forcément très compliqué, mais c'est pas quelque chose qui est populaire en France du tout, c'est vraiment attention parce que c'est pas populaire, ça c'est un grand débat de savoir si c'est populaire ou pas. Ça arrive à peine en papier, il y en a pas des masses. Voilà, mais les en gens fait connaissent pas trop. ça peut être aussi lu sur smartphone. Sur des applications, ça peut être lu en format roman, type Harlequin, etc. Et encore une fois, ce qui est un peu triste, moi je t'entends parler, je me dis en fait, ce qui me fait un peu de peine, c'est de me dire que en fait, des mecs ils vont aller se consommer du porn et personne va les juger dessus. Et en fait, des filles qui ont envie de lire ou des femmes qui ont envie de lire des trucs un peu légers, tout de suite on va les juger sous prétexte qu'elles doivent être tout le temps féministes. Mais en fait, avoir une liberté de choix dans ce qu'on a envie de lire et de ce qu'on lit, et parfois de se débrancher le cerveau pour lire des trucs légers, ça devrait être autorisé sans jugement par personne. Totalement. Et puis, moi je vais rebondir, c'est surtout qu'en plus de ça, de lire des trucs légers, c'est bon pour la santé. Parce que c'est pas bon d'avoir un cerveau qui est tout le temps sur des trucs trop sérieux. Complètement. Enfin, il y a un moment... Après, Caroline, je rebondis sur ce que tu as dit. C'est vrai que moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est qu'en fait, je pense qu'il y a... Alors, pour revenir à ta question, Juliette, et à ton point de vue, c'est vrai que c'est à la fois féministe et à la fois non, parce qu'en fait, tout dépend de comment nous, on va aussi... qu'est-ce que nous, on va penser de ça. Et par exemple, quelqu'un qui peut être influençable va se dire « Ah oui, en effet, il faut que je fasse plus d'efforts pour être plus jolie, etc. » Alors que si il y a des lecteurs et des lectrices qui le lisent en ayant conscience que ce n'est pas de la réalité et qu'aussi ce n'est pas parce qu'elles le font que c'est bien ou pas d'ailleurs. Et mais ça, je pense que c'est plus
faut avoir, je parle en tant que bibliothécaire, il faut avoir un travail de médiation par rapport à ça. C'est venir voir les personnes en disant tu peux lire ce que tu veux, mais attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et après, amuse-toi. Mais je suis complètement d'accord là-dessus. C'était plus ça d'ailleurs que j'essayais d'avancer comme vision. C'est que moi, tu vois, si je devais parler de féminisme, ce serait pas forcément que des combats à travers des thématiques dans des œuvres, mais c'est aussi effectivement, comme disait Bruno à l'instant, c'est la liberté de laisser aux femmes d'être ce qu'elles veulent être. Exactement. Mais jusqu'au bout, tu vois. Si moi, dans ma vision, c'est si une femme, son but dans sa vie, parce que c'est son rêve et c'est son projet, c'est d'être femme au foyer. Mais c'est merveilleux si elle y arrive et qu'elle est heureuse dans sa vie et que c'est son projet. Si quelqu'un est carriériste et qui veut être PDG et qu'elle y arrive et qu'elle se bat au quotidien, mais c'est pareil, je trouve ça c'est merveilleux. Et je pense qu'il y a plus de femmes qui sont dans des entre-deux, entre devoir gérer des millions de trucs, tu vois, pour atteindre au moins un petit quelque chose. Et après, c'est vraiment effectivement plus cette liberté. Mais ce que dit Bruno est tellement vrai. C'est-à-dire que même... sans parler, tu vois, de lecture un peu légère et coquine, juste dire que tu aimes lire de la romance, mais comment tu te fais juger Oui. Mais c'est une dingue. Et en fait, j'en ai pris conscience il n'y a pas si longtemps, parce que j'ai réalisé que je cachais énormément, mais sans m'en rendre compte, mais je cachais depuis les années 2000, depuis que j'ai commencé le manga, je cachais ma passion pour toutes les petites romances, même dans les Naruto, etc. Dès qu'il y avait des personnages qui pouvaient être amoureux, moi j'étais trop intéressée. Et en fait, je n'en parlais pas, parce que j'ai pris conscience très rapidement autour de ce public masculin extrêmement nombreux, en tout cas quand moi j'étais beaucoup plus jeune, et il y avait quand même vraiment beaucoup de garçons. Dès que tu disais ça, d'un coup, t'étais plus prise au sérieux. C'était oui, comme le manga, c'est un truc de bonhomme. En fait, ça dépend, je pense, mais c'est vrai que tout de suite, j'ai réalisé ça. Et du coup, j'en ai plus trop parlé. Je me disais, non, il faut parler plutôt d'autres thématiques, d'autres sujets quand tu veux dire pourquoi t'as aimé tel ou tel titre. Mais en fait, la romance, finalement, ça m'a fait un tilt il n'y a pas très très longtemps, il y a peut-être en 2020, peut-être au moment du Covid, où j'ai commencé à réaliser après avec la prise de parole de beaucoup de monde. Il y a eu MeToo, il y a eu le Libérer les shoujo, il y a eu un peu tout ça, et je me suis dit mais ils ont raison, putain, mais j'aime la romance, mais moi je veux lire que des trucs avec de la romance aussi, parce qu'en fait j'adore ça, c'est ma passion. Et après je ne lis pas que de la romance, parce que on juge pas, hein, tu lis ce que tu veux, Caro. Non, mais en fait le truc qui est super aussi, c'est que depuis que j'ai commencé vraiment toute mon aventure avec le cri du mochi et mon indépendance après No Life, etc., quand je suis arrivée sur Twitch, j'ai décidé de m'intéresser à beaucoup de choses, histoire d'écumer au maximum en fait ce qu'on a à offrir au public français. Et en fait, en me forçant à sortir de ma zone de confort, j'ai fait des découvertes de lecture juste tellement incroyables que j'ai de la peine pour les gens qui n'essayent pas d'être un peu curieux. Je dis pas qu'on peut tous l'être, parce qu'on n'a peut-être pas forcément, c'est ça qui est terrible, on n'a pas forcément tous le temps, et aussi surtout il y a tellement de choses disponibles aujourd'hui, je pense que n'importe qui s'y noierait. D'ailleurs, quand il y a des gens, je vois qui me découvrent, qui découvrent mon travail et tout, qui viennent sur mon Discord après, ils se sentent noyés, parce que j'essaye d'aborder, même à travers parfois juste des listings, tout ce qui sort. Et en fait, les gens sont perdus parce qu'ils font « mais il y a trop de trucs, mais c'est pas possible !» Et ça les angoisse de fou, alors que, tu vois, on a l'impression qu'avoir plus de choix, ça pourrait du coup donner plus de liberté, alors qu'en fait, finalement, non. Du coup, c'est vrai que c'est un peu... c'est un peu particulier finalement de se dire on a beaucoup plus de choix, mais en fait est-ce que les gens vont se diriger vers la diversité ? Finalement pas trop. Et c'est pour ça que du coup par exemple le cri du mochi, qui est donc l'émission que moi je fais de manière mensuelle avec des chroniqueurs, on essaye d'avoir un maximum de diversité sur les thématiques, et qu'on se force aussi à n'avoir qu'un titre par éditeur, histoire qu'on puisse parler un peu de, entre guillemets, de tout le monde, même si on est obligé de se limiter, car on peut pas non plus faire une émission de 6 ou 7 heures. Donc on est obligé de choisir, on est obligé de sélectionner, mais c'est vrai que on va pas forcément, ça va pas être représentatif du tout de ce que tu trouves en librairie. C'est-à-dire qu'en librairie, tu vas avoir quand même des gros rayons de shonen principalement qui vont être très mis en avant. Nous, c'est pas ça qu'on met en avant, même si on va quand même aussi parler peut-être du gros shonen, car on voit que c'est un enjeu pour l'éditeur en question. Et donc, c'est normal d'en parler, je trouve, puisque c'est un reflet de ce qui se passe dans le marché. Mais c'est vrai qu'on va parler aussi d'autres titres qui sortent. Enfin, là, par exemple, au mois d'avril, il y a un Akata, en l'occurrence, par exemple. Ouais, mais tu vois, par exemple, avoir cette approche-là... Pardon. C'est un one-shot, si jamais. Mais j'ai pas encore écrit à l'adresse mail de la presse d'Akata, mais j'écris bientôt. Tu vois, avec cette approche, Caro, en fait, moi, je sais que... Alors déjà, c'est représentatif de vos goûts.
Et je pense que si j'étais pas la lectrice que je suis aujourd'hui, le fait de voir des gens parler d'autre chose que des blockbusters, je pense que ça me rassurerait sur le fait que, putain, il n'y a pas que ça. Parce que moi, en fait, ce qui m'angoisse aujourd'hui, et c'est une vraie angoisse, en fait, chez moi, qui s'est développée au cours des années, parce que j'ai bossé chez Melty. Bon, oui, bah oui. Oui, j'ai bossé chez Melty. Et moi, alors, autant sur une certaine période, j'avais de la liberté, autant après, c'était fini. Mais j'avais une vraie angoisse de parler que des blockbusters. Je trouvais ça d'un ennui et je me souviens que je me sentais inondée par ces blockbusters et du coup, ça me déclenchait une espèce d'allergie. Je ne voulais pas en entendre parler, mais j'étais obligée d'en lire puisque c'était mon job. Et j'étais là, je me disais, mais comment les gens font pour se cantonner que là-dedans alors qu'il y a une multitude d'opportunités qui s'offrent à nous. Il y a une infinité de mondes et vous restez sur un monde. Non mais les mecs, quoi. Et Caroline, justement, ça me faisait penser justement sur le fait de ne pas assumer d'aimer les romances. Moi, je sais que pour essayer de paraître cool, entre guillemets, j'ai essayé de dire, voilà, j'aime les mangas. Alors, il y avait les garçons qui disaient, ah, t'aimes les mangas, t'es une fille, trop bien. Et je disais, bon, j'aime la romance, mais j'aime aussi les seinen. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit à ma bibliothèque, t'as romance très cuculapraline d'un côté et seinen très trash de l'autre. Et ça, c'est encore un côté où j'assume aujourd'hui d'aimer les shoujo romances, ou même les shonen romances, je pense à Blue Flag par exemple, mais c'est encore, je me dis, j'ai encore des a priori sur moi-même en fait, alors qu'il n'y a aucun jugement à faire. Et ça, je pense que c'est les reliquats aussi de la société patriarcale et de notre propre éducation qu'on a pu recevoir chacun à notre niveau. Vous avez... Enfin, Caro et toi, vous avez peut-être été beaucoup plus cadrés, entre guillemets, que moi, ou concrètement, moi, j'étais en roue libre sur mes lectures. Ah, moi, j'étais la rebelle et je suis la seule à aimer les mangas, et ça, c'est assez pratique, parce que dans ma famille, je suis la seule à aimer les mangas, et du coup, vu qu'ils connaissent pas, et qu'en plus, mon père commençait à peine à en lire depuis qu'on était au Festival d'Angoulême ensemble, mais sinon, personne n'a envie d'en lire, et du coup, ils savent même pas ce que je lis. Donc ça, c'est pratique. Moi, pour le coup, ils en lisent pas non plus. Mais je sais que mes grands-parents, dont je suis très proche... Alors, mon grand-père s'en fout. Lui, il a vu ma bibliothèque, il m'a fait oh, « Mais t'as lu tout ça ?» Oui, j'ai lu tout ça. Ma grand-mère, par contre, a un a priori très... Ah, mais c'est pour les enfants. Jusqu'au jour où je me suis pointée avec Cannibale sous le bras à un repas de famille et qu'elle m'a regardée, elle m'a dit « Mais tu lis quoi ?»« Un truc avec des cannibales. » « Mais c'est un manga ?»« Oui. Mais c'est pas pour les enfants ?»« Non. » Voilà, ça a vacciné tout le monde. Moi, c'est ma grand-mère qui m'avait elle est venue. Un donc, jour, ma mère, elle est venue chez moi et il y avait un boys love qui traînait sur la table. Et jamais ma mère ne s'est intéressée à tous les mangas qui sont encore chez elle d'ailleurs. J'en ai encore plein de l'époque où j'habitais chez elle, ils sont toujours chez elle parce que j'ai pas la place de les ramener. Et je sais pas pourquoi, c'était genre il y a un an, elle passe et puis il y avait un boys love qui venait d'arriver que j'avais laissé quelque part parce que de toute façon mon fils ne s'intéresse pas aux mangas donc il ne les regarde même pas, donc j'étais pas inquiète. Et là ma mère elle passe, je sais pas pourquoi, elle l'a ouvert. Elle l'a ouvert au mauvais endroit en plus parce que c'était pas censuré. Elle l'a ouvert, elle m'a regardée, elle m'a dit mais c'est des hommes. C'était un moment un peu incroyable parce que il y a eu comme une prise de conscience de quelque chose que ma mère ne s'imaginait pas et du coup je lui ai dit bah ouais, c'est des hommes. Mais referme-le si ça va pas, maman. Enfin, repose-le. Il lui a fallu peut-être 5 secondes. Et puis après, elle est repartie en mode bon, Caroline, je voulais te demander un truc. Voilà, on a tout oublié. J'ai fait au moins, le trauma était court. Mais elle a pas eu envie de se lancer dans les mangas quand même, malgré tout. Moi, j'avais réussi à faire lire à mon père. Je lui ai fait toute une liste du coup, de shonen et seinen parce que je sais que la romance et même les shoujo tranches de vie, ça lui plaît pas trop. Et il avait lu 20 Century Boys et à chaque fois il me disait t'as le prochain tome, je veux savoir qui s'est mis, et à la fin trop mignon. Il fait oh là là, c'est violent quand même tu m'as fait acheter toute la série pour me dire ça à la fin. Bon, mais non, c'est vrai que même pour ça, aussi à ma petite sœur qui en lit un petit peu, elle a lu les Cannes d'apothicaire, mais ça c'était des concepts de libraire et je sais pas trop si elle a accroché par rapport à ça. Il y avait Shogokara aussi, mais je sais pas si c'est un shoujo ou un kodomo. C'est un shoujo. Shoujo, hein. Ouais. D'accord. C'est un shoujo, c'est Nakayoshi. D'accord.
Mais le Nakayoshi, j'ai l'impression qu'il a un peu une image très, très publique. Enfin, jeune et en même temps, c'est pas très vrai. Mais c'est l'image que j'en ai parce que j'avais acheté un Nakayoshi et je le trouvais trop cute. Mais tu vois, genre abusivement trop mignon. Dans ma tête, je me disais, mais j'aurais adoré acheter un truc comme ça en ayant 10 ans. Mais il y a des histoires parfois un peu borderline à l'intérieur. Enfin, c'est Mais c'est ce bizarre qu'on m'a dit. Nakayoshi aujourd'hui. Nakayoshi est très curieux, mais bon. Après, on va aller sur des discussions un peu trop. Il me semble dans le Nakayoshi, il y a le spin-off de Shaman King, non? Ah, peut-être. J'étais étonnée de voir qu'il y avait un spin-off avec que des personnages féminins de Shaman King et dans le Nakayoshi, j'étais en mode alors je suis pas prête psychologiquement pour cette information. Mais c'est vrai que Shogokara, moi ce qui m'avait étonné, c'est que la personnage principale, enfin ils sont tous en primaire. Et ça ils étaient en primaire sans parents ni rien, et c'est vrai que c'était quelque chose qui m'avait étonné. C'est parce qu'en fait ça dure une année de plus la primaire, donc des fois en fait on se rend pas compte, mais ça peut correspondre au début du collège en vrai chez nous. Mais c'est vrai que c'est comme Cardcaptor Sakura, il me semble c'est la dernière année de primaire, donc c'est comme si c'était la première année de collège chez nous. Bon après elle fait vraiment son collège dans le Clear Card N, mais du coup c'est ce petit détail peut paraître inutile, mais je trouve qu'en fait en vrai ça a son importance parce que il y a une vraie différence je trouve en France, en tout cas pour le ressenti. Je trouve qu'un enfant qui est en 6e c'est pas la même chose qu'un enfant qui est en CM2. Oui, mais c'est parce qu'il change d'école, c'est pas tant son âge que le fait qu'il change d'école. C'est les changements d'école qui fait tout. Enfin, ça c'est moi ma lecture, ma compréhension. T'es dans le même cadre, tu restes dans le même cadre. Le fait que tu changes, tu vois, tu vas dans l'école des grands, je sais pas, c'est un autre sujet. Hein. Parce que j'ai l'impression quand même, enfin moi c'est une question de taille, parce que moi je vois la différence entre les gamins de CM2 et les gamins de 6e, enfin mon enfant est pile dedans, hein. Mon enfant il est en 6e là, et j'ai l'impression que même la taille des gamins, c'est vrai. Il y a tout de suite une différence sur cette tranche d'âge là spécifiquement, donc j'ai l'impression que ça peut créer une légère différence. Peut-être. Mais bon, c'est un ressenti en tant que maman qui voit son gamin et voilà. Mon petit, rendez-moi mon petit. Ouais. Non, mais du coup, en fait, ce qui semble fou, c'est que du coup, cette question, c'est marrant que tu en parles, me trotte vraiment dans la tête depuis que mon enfant est en 6e, parce que du coup, je me dis, cette fameuse année de différence avec toutes les histoires qu'on voit en dernière année de primaire au Japon, enfin, j'y repense, il y en a quand même en vrai énormément, et je me dis, c'est peut-être pas anodin, c'est peut-être parce que c'est pour les Japonais, peut-être le moment où on quitte un peu vraiment l'enfance pour entrer vers l'adolescence. Donc, c'est les derniers peut-être instants d'innocence. Il y a peut-être quelque chose quand même là-dessus. Puis, c'est peut-être aussi un tout petit peu juste avant que les filles, en fait, aient un peu le corps qui change. Parce que après, ça dépend des âges, tu vois. Mais c'est vrai que c'est au collège que la transformation physique de toutes les filles se fait, quasiment. Les premières règles, etc. Après, il y a des filles chez qui ça arrive très, très tôt. Du coup, peut-être que voilà, c'est une année un peu spéciale, effectivement, cette dernière année de primaire au Japon. Enfin, voilà, c'est un jour un sujet de mémoire, on verra. Oui. Mais c'est vrai que, oui, bon, la seule chose que j'ai rajouté, c'est que oui, Shogokara, comme Cardcaptor Sakura aussi, elle tombe amoureuse d'un garçon beaucoup, beaucoup plus âgé qu'elle, en fait. Oui, mais ça, c'est des vieux chevaux, attention. Hein, c'est un cliché, oui. C'est des bouquins qui ont 15-20 ans aujourd'hui, donc je sais pas si aujourd'hui, enfin, si ça existe encore. Mais les filtres culturels changent d'une époque à l'autre aussi. Enfin, et puis il y a les fantasmes culturels aussi. C'est qu'au-delà des codes sociaux, il y a les fantasmes. Moi, je me souviens que collège, lycée, c'est pas les mecs de mon âge que je regardais à titre perso. Hein. Ah bon? Bah non. J'ai rien à cacher, moi. Hein. Alors là, moi, vu les pignoufs qu'il y avait dans mon collège ou au lycée, je peux te dire que c'est pas eux que je regardais. Hein. Après c'est très spécifique. Cardcaptor Sakura, je me rappelle que quelqu'un m'en a reparlé récemment en plus parce que je disais que c'était mon œuvre préférée, tatati tatata. Il y a quelqu'un qui m'a dit mais attends, il y a pas une élève qui est super amoureuse de son prof et tout. Je fais mais oui, mais c'est un. Ça a mal vieilli. Honnêtement, en termes de contenu, ça a très mal vieilli. Après, c'est le délire des clamps, tu vois aussi. Elles étaient dans les kinks de l'époque où ça a été créé. Donc c'est vrai que c'est. Mais dans ma tête, c'est juste. En fait, j'arrive à vraiment me détacher du fait que c'est pas une vraie intention, tu vois. On n'est pas sur une envie spécifique de dire aux enfants tombez amoureux de vos profs parce que c'est. Oui, bien sûr, mais ça reste un livre que tu fais lire à des enfants. Mais je pense qu'il faut accompagner les gens par contre. Moi, je suis d'accord, ça pour revenir sur ce que disait Noémie tout à l'heure sur d'autres sujets, mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, un accompagnement ou des petits messages dans des rééditions, tu sais, quand tu fais des rééditions sur des grandes œuvres comme ça, et que tu te dis, oula, cet aspect-là, il va pas être bien pris, il va pas être bien compris, faire des remises en contexte. Bien sûr.
Moi, je me rappelle, j'ai été choquée quand j'avais lu, je pense, il y a Bruno, donc j'en parle, Hentai Kamen, ça m'avait fait rire et en même temps, j'étais choquée. Je me disais, pardon, c'était dans le Jump, ça? Oui, c'était dans le Jump. Et tu vois, ça m'a. Voilà, et je me dis, faut recontextualiser un peu. C'est sorti voilà, dans les années 80, je crois, ou 90. Bah, même Voilà. Dragon Ball d'ailleurs. Même ah oui, il y a un Dragon Ball, il y a encore d'autres trucs, oui, c'est pas les mêmes, mais du coup, c'est vrai que quand ils pensent tous les trucs un peu datés, là où j'ai une vraie prise de conscience, parce que moi, je me considère comme une personne un peu vieille qui a déjà tout vécu et qui, du coup, n'est plus choquée, tu vois, et j'ai du mal à ressentir la sensibilité des autres, du coup, fatalement, c'est quand c'est mon enfant, tu vois. Quand c'est mon enfant qui pointe du doigt un truc, je fais « Ah oui, c'est bizarre. Ah, j'aurais pas cru. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, je vais t'expliquer. » Voilà. C'est la sensibilité des autres. Pour les plus jeunes publics qui n'ont pas du coup ce vécu, ce regard, cette expérience, c'est quand effectivement ça va être les premières choses qu'ils vont voir sur ces sujets-là. Bah tu dis ouais, effectivement, c'est un peu tendu en vrai. c'est vrai. Ah, c'est marrant ça, dis donc. Ah non, C'est là les que parents, tu- ça m'apprend beaucoup. Hein. C'est là que tu vois quand même que les choses évoluent en fait, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Mais tu te rends compte que ce que toi tu lisais et que tu banalisais, Ouais. aujourd'hui n'est plus banalisé justement. Oui. Et c'est une bonne chose aussi en soi, Ah parce oui. que je pense que bah justement, c'est le fait de prendre conscience qu'il y a des choses qu'il ne faut plus banaliser aujourd'hui, ça permettra une meilleure construction des futurs adultes de demain, tu vois. Enfin, Bien sûr. si on s'imprègne vraiment de nos lectures pour se construire. Oui, moi je me souviens, ma lecture au collège de Lovely Complex, je l'avais adorée, je m'identifiais beaucoup au personnage principal. Et en fait, je m'étais mis dans la tête qu'il fallait faire comme elle et harceler son pote jusqu'à ce qu'il cède, jusqu'à ce qu'il tombe amoureux. Non, faut pas faire ça. Je l'ai pas fait. Mais faut pas faire J'ai cru que tu l'avais fait et que tu avais eu des ça. problèmes. Non. En vrai, ça m'a vieilli Lovely Complex aussi. Non, c'est à ma relecture où je me suis dit, mais c'est bizarre. Je m'attendais à tout ça fasse ça. C'est vrai qu'il y en a beaucoup des exemples comme ça, c'est ça qui... Après, je me dis, est-ce qu'on n'est pas tous, les humains sont tous différents, hein, bien évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen aussi d'avoir une espèce de recul naturel sur toutes les lectures qu'on peut avoir? Je pense que plus on est jeune et plus on est des éponges, mais globalement, c'est vrai que au bout d'un moment, ça deviendrait ridicule de mettre pas des trigger warnings, mais juste des warnings à base de évidemment, ne refaites pas ça dans la réalité, même si c'est des petits détails à la con, Harcelez tu pas vois. vos potes. Non, mais c'est vrai. Mais ça, je pense que pour le coup, c'est vraiment une question d'éducation au sens large du terme. Oui. Dans le sens où savoir prendre du recul par rapport à une œuvre, c'est quand même faire preuve d'esprit critique par rapport à cette œuvre. Donc, pour moi, c'est une question d'éducation et d'instruction en soi. Parce que bon, effectivement, il y a des choses. Là, tu vois, par exemple, je viens de lire le dernier tome de Promise Cinderella de Reiko Tachibana. Attends, le 2 ou le 3 du coup? Le prochain qui doit sortir, là, le 3, je crois. Mais Je pourquoi connais tu pas l'as du tout, déjà? ça. Moi, je l'ai pas encore. Je l'ai reçu là aujourd'hui. Ah, bah je vais aller voir ma boîte aux lettres. Voilà. Ok. Et dedans, il y a un truc, il y a un des persos qui, moi, ça me fait marrer, mais je sais très bien que aujourd'hui, son comportement, ce qui lui arrive, c'est totalement légitime, quoi. C'est totalement mérité. Dans un autre contexte, le mec, il aurait pu aller jusqu'au bout, tranquillou bilou, quoi. Ok, trop de mystère. trop de mystère. Elle tease. Elle va raccrocher, elle va aller checker sa boîte aux lettres tout de suite, elle va m'envoyer un message. C'est bon, je l'ai, on va pouvoir en parler. D'accord. Très bien. Mais effectivement, moi je sais que... alors, pour parler de Sailor Moon, puisque pour le coup c'est une grosse œuvre, typiquement, moi j'étais fan de Sailor Mars. Mais pas parce que c'était une guerrière ou quoi, simplement parce que je considérais moi à l'époque que c'était celle dont je pouvais me rapprocher le plus. Alors que d'autres personnages, je me sentais moins proche d'eux en fait au final. Alors oui, c'est parce qu'elle a un mauvais caractère, qu'elle est très indépendante et qu'elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense que je me sentais très proche d'elle. Mais aujourd'hui, est-ce que je me sentirais aussi proche d'elle? Est-ce que je banaliserais autant? Parce qu'elle a quand même des accès de colère. Est-ce que je les banaliserais autant? C'est pas dit. Mais ils sont Mais c'est vrai justifiés, qu'à ces l'époque- accès de colère, toujours, non? Hein Ils sont super justifiés, ces accès de colère. Ils sont super justifiés, mais est-ce qu'aujourd'hui, avoir un simple accès de colère, justement, dans notre société actuelle, tu sais, moi j'ai l'impression que l'accès de colère justifié doit quand même être lissé. Mais c'est mon ressenti et je peux totalement me tromper. Hein.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que ce genre de choses-là, je le banaliserais de la même façon? Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, je vois. Après, c'est bizarre aussi, on n'adopte pas des chats avec une lune sur la tête, c'est super dangereux. Non, pardon. N'importe quoi. Non, en fait, j'essayais de repenser, est-ce que moi, il y a des trucs dans Sailor Moon? C'est sorti au meilleur moment qui soit. T'adoptez pas des chats dans la rue, c'est... Attention, hein. Si Ils ont vous des pouvoirs croisez un magiques et chat qui qui parlent. parle dans la rue, laissez-le où il est. En fait, c'est Et parce allez que voir c'est un un des médecin. trucs... C'est un des trucs un peu absurdes que j'aimais bien de Sailor Moon, parce que voilà, on est dans le domaine du fantastique et Oui, tout. complètement, oui. Mais du coup, j'essaie de repenser à ce qu'il y a des choses qui, moi, dans Sailor Moon... Non, quand vous savez je ce qui est repense- vraiment choquant dans Sailor Moon, réellement? Vas-y. Usagi, elle est collégienne. Ah, Mamoru, attends, elle est pas lycéenne? Elle est pas lycéenne? au début, elle est collégienne. Ah bon? Et Mamoru, il a quel âge? Non, on me dit pas qu'il a 25 ans. Bah, il est à la fac. Ouais, il est étudiant à la fac, je crois. Ah putain, mais alors vraiment, moi j'ai cru qu'elle était lycéenne, tu vois. Mais en J'ai fait, même pas capté l'info vraiment, mais pourtant j'ai lu les mangas. mais elle change d'uniforme à un moment parce qu'elle rentre au lycée. Oh. Mais alors vraiment, c'est des souvenirs que j'ai. Après, jamais bon, eus. bah, c'est leur réincarnation et tout, donc ça va, tu vois. Oui, c'est un couple. C'est un couple qui se retrouve et mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont attendu les pauvres, hein, et que des tragédies partout. Oui, non. Alors ça, c'est un truc qui aujourd'hui ne passe plus. Enfin, les gens peuvent faire des remarques là-dessus parce que le age gap de adolescent à adulte, c'est, je pense, un des trucs les plus controversés aujourd'hui. Ça devient Mais moi, pour j'ai des bonnes l'impression- raisons, hein. C'est bien que Bien ça soit sûr. controversé. Mais c'est vrai que Oui, dans non. Sailor Moon, on réalise pas, mais elle est collégienne, lui, il est à la fac. Oh, c'est fou. J'aurais pas cru qu'elle était. Enfin, j'avais oublié qu'elle était. Parce que, en fait, Moi, je sais pas, ça m'avait pas marqué non plus. on l'a mis sous le tapis dans nos têtes parce qu'aussi c'est leur réincarnation, tu vois. Enfin, ils ont un contexte particulier. Ou peut-être parce qu'on a plus jeune, on banalisait ça parce qu'on n'avait pas la même vision. Oui, en fait, C'est peut-être possible hein. aussi, ouais. C'est Moi, possible je suis aussi. assez convaincue que aujourd'hui, le fait d'être maman me fait avoir une vision totalement différente du concept du age gap. Alors, bizarrement, ça me gêne que quand c'est des jeunes garçons. Quand ça reste des jeunes filles, ça me gêne un peu moins. Mais après, je pense que c'est mon vécu. C'est mon vécu en tant que lectrice de manga qui fait que j'arrive pas à être encore trop gênée. Ça dépend de comment c'est tourné. Ça dépend vraiment après aussi. Parce que le plus problématique, c'est quand ça devient vraiment un peu sale. Que c'est vraiment de la manipulation, de l'intimidation. Parce qu'il y a aussi des trucs comme ça. Comme il y a des histoires où c'est moins le cas. Et en fait, le problème dans le manga, que moi j'ai en tout cas, c'est que la manière dont sont dessinés les personnages, des fois on dirait qu'ils ont quand même tous le même âge, quoi. Il a un uniforme de professeur ou de je sais pas quoi, mais en fait, au niveau du chara design, ça se ressent tellement pas, cette différence, elle se constate tellement pas visuellement, et même parfois au niveau de la maturité des propos, parce qu'on va avoir des héroïnes qui vont être hyper matures, etc. Et en fait, ces éléments-là vont faire que des fois ça va moins me gêner, même si je ne suis pas du tout pour que ce genre de choses se produisent dans la réalité. Je ne cautionne pas du tout. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. Ce sont des crimes dans notre société, dans notre réalité. Et en fait, c'est pour moi un des points où c'est très délicat. C'est que ça reste de la fiction, mais que surtout que ça reste finalement, là aussi, un fantasme d'un artiste. Parce que c'est pourquoi est-ce qu'on raconte ça? Pourquoi on choisit de raconter ça dans une histoire? C'est parce que c'est pour faire fantasmer un peu les gens sur ce genre de situation. Ouais. Après, mais tout s'autonorise, c'est-à-dire que le fantasme, la culture nourrit la société nourrit les fantasmes. C'est des cercles qui s'autonorisent, donc on a tous des C'est des responsabilités. cercles, oui. Et encore une fois, c'est une question d'accompagnement, de plein de choses. Enfin, Mais de toute façon, ça tend à changer. Maintenant, on évite. Enfin, j'ai l'impression qu'on essaye d'éviter le age gap et à juste raison. Enfin, il faut, je pense, le limiter au maximum. Et puis. Ça dépend de ce qu'on appelle age gap. Tu vois, c'est vrai que des fois, par exemple, sur le Twitter anglophone, je vois déjà des fois des gens qui crisent quand il y a un age gap, 28 ans, 38 ans. Ils ont des gars. Ouais, non, mais 28 ans, 38 ans, on s'en fiche, quoi. Même quand ils sont adultes. Ça arrive. Oui, des non, fois mais là, sur c'est des extrêmes et pour le coup, faut savoir faire preuve, faut savoir doser un petit peu. Moi, Ouais. c'est vraiment le ado-adulte. C'est parce que pour moi, c'est l'endroit où, enfin, c'est le plus bien délicat sûr. parce qu'il y a plein de Bien gens sûr. qui vont tenir des discours à base de il ou elle est presque adulte. Bien sûr, ce qui est vrai aussi, mais dans ma tête, c'est tellement pas réel ce que je lis, même si c'est un reflet de la société. Il y a tous ces aspects dont je vous ai parlé qui font que j'arrive pas à transposer ça dans un vrai truc réel. Là où moi, en tant que Française,
en France, je vois la tête d'un quelqu'un qui est au lycée. Cette personne a un corps, un visage de lycéen. C'est vraiment, voilà, on peut pas faire la différence avec autre chose, on peut pas confondre. Et les adultes, c'est des adultes. Enfin, les différences sont évidentes, elles sautent aux yeux, et il y a plein de trucs contextuellement et sociétaux qui font que c'est pas compatible dans ma tête. Alors que quand tu vas lire ça dans un manga, c'est tellement différent. Je trouve les personnages n'ont rien à voir avec ce que moi je considère être la réalité dans ce que moi je vois. Donc ça me gêne moins aussi, je pense, pour ça. Mais encore une fois, dans la réalité, ben non. Je dirais pas bravo et je dirais pas que c'est bien parce que bah non, en fait, c'est un vrai problème parce que on sait toutes les dérives qu'il peut y avoir et au vu de ce qu'on constate, c'est jamais positif. Voilà, il y a pas de choses positives à sortir de ça. Mais du coup, c'est vrai que si on me dit un jour que ce soit dans les shoujo manga ou dans n'importe quelle autre cible éditoriale, si on me dit il y a une loi qui est passée, il n'y aura plus jamais une seule histoire entre un lycéen et puis un étudiant à la fac, par exemple, je me dirais non mais encore une fois, en plus ça dépend des intentions. Tu vois, une histoire entre un lycéen et un étudiant à la fac, ça peut être intéressant aussi si ça dit des choses sur la toxicité ou le niveau d'écart. On peut pas. C'est des grands débats. Mais c'est délicat, ouais. Je me souviens quand j'étais au collège, il y avait Miru Puri qui était de Matsuri Hino qui était populaire. Et ça, elle avait réussi à contourner le truc en faisant croire que l'enfant il devenait grand dans la nuit. Enfin, dans un espace sombre. Et du coup, évidemment, la lycéenne, elle sortait avec lui quand il était grand. Mais c'était assez problématique quand même, à mon avis. En même temps, Vampire Knight, voilà, hein, la conclusion... Moi, j'ai ignoré cette conclusion, moi, elle n'existe pas. Moi non plus. Je me suis arrêtée au tome 10, même à ma relecture l'année dernière, je me suis arrêtée au tome 10, c'est tout. C'est déjà pas mal. Du coup, ça fait 1h40 que nous sommes ensemble. Nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons quelque peu digressé, ne nous mentons pas. Nous avons quelque peu digressé, mais cela étant, c'était quand même très intéressant et ça reste en lien avec le sujet principal. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Moi, ce que je voulais dire aussi, par rapport à ta question globalement sur le féminisme, je peux pas faire une réponse unique, parce qu'il n'y a pas un shoujo manga, il y a des shoujo manga. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, ce qui est important et crucial et que je répéterai tout le temps, c'est qu'il n'y a pas un monde, un pays, il n'y a pas un milieu éditorial qui a donné autant de place aux femmes dans la création. Et ça depuis avant même l'après-guerre, surtout à partir de l'après-guerre, on va dire. Et donc en fait, le Japon, sur la création féminine, sur la place des autrices dans la bande dessinée, il a de leçons à recevoir de personne. Parce qu'en fait, le Japon a donné une grosse fessée à toutes les cultures du monde en termes de place des créatrices sur les mangas, en fait. Et c'est ça la réponse que moi j'ai toujours envie de donner. C'est une bonne réponse. Plutôt que sur parler des contenus, c'est de parler du nombre de femmes qui font ce métier et du nombre de femmes qui peuvent en vivre. C'est vrai que pour le coup, c'est quand même assez impressionnant. Parce que c'est plus de la moitié des auteurs de manga, c'est des femmes. Parce que non seulement les femmes font du shoujo manga, mais les femmes font aussi du shonen et du seinen. Oui. Et certaines sont parmi les autrices les plus vendues. D'ailleurs, si on reprend Demon Slayer, c'est une autrice. Alors, on ne sait pas. Ah, pardon. Alors, excusez-moi. Tu coupes le montage. J'étais persuadée que l'info, elle était sûre. Non, on ne sait pas. Faut mettre à la chimiste. Vu qu'il y a un éditeur avec nous, vaut mieux pas. Non, mais c'est vrai, vraiment, il y a beaucoup de légendes urbaines. Moi, je ne sais pas vraiment si c'est une femme ou pas. Mais en tout cas, oui, dans les exemples connus, il y a l'autrice de Fullmetal Alchemist. Oui, Hiromu Arakawa, ça, au moins, on n'a pas de doute du tout. Et ça, on oublie souvent, d'ailleurs, souvent, j'entends des gens, même sur Internet, qui disent « Ah bon, c'est une femme ?» Mais encore une fois... Rumiko Takahashi. Mais voilà, moi, par contre, ce que j'ai envie de dire, et c'est un peu le truc qui me fatigue parfois, c'est qu'on va agiter ces deux-là comme autrices à succès, mais en fait, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres qui font du shonen, il y en a plein d'autres qui font du seinen. Oui, non, mais après, c'est vraiment pour sortir les deux grands noms qui parleront, quoi qu'il arrive, tu vois, à un maximum de monde. C'est juste pour ça. Mais voilà, et donc en fait, moi, c'est ça toujours ma réponse. C'est avant de donner des leçons de féminisme au Japon et aux autrices qui font de la BD et du manga au Japon, regardons et balayons chez nous, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas un pays qui a donné autant de place aux créatrices que le Japon. Et rappelons-nous que le Japon a quand même sa propre définition de ce qu'est ou ce que sont les féminismes, tout comme l'Occident a sa propre vision de la chose et que les deux visions ne sont pas forcément en conflit et peuvent se compléter l'une l'autre. Tout à fait. Eh bien, je vous remercie tous les trois
Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end en espérant que vous ayez du soleil. Ils annoncent de la pluie demain. Ah, très bien. Eh bien, ce ne sera pas ce week-end pour les barbecues. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. C'était très intéressant. On se recroisera très certainement à Japan Expo. Oui, avec grand On plaisir. fera un stand. Avec grand plaisir aussi. Ah, on passera Merci faire coucou au stand Akata du coup. Bah, bien sûr. Oui. Mais bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, Bruno. Merci à vous trois. C'était un vrai plaisir. Si jamais j'ai d'autres sujets, je n'hésiterai pas à te contacter. Yes. Parce que visiblement, tu es un puits de savoir et c'est toujours intéressant. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous les trois et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Bon week-end, Au merci. revoir. Au revoir. Et c'est sur ces bonnes paroles que l'épisode d'aujourd'hui se termine. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou même à partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux.